Alors, notre invité de ce soir, ça faisait très très longtemps qu'on pensait lui demander de venir. En fait, à mes heures perdues, comme beaucoup parmi vous, j'écoute des podcasts, des conférences en ligne, etc. Et ça fait des années que je suivais l'actualité d'Alain Ruiz-Zuelo. En fait, il est spécialiste, donc il est cosmologiste, il vient de l'Institut d'astrophysique de Paris, et son domaine de recherche, c'est les trous noirs, et il est notamment connu pour ses incroyables simulations de survol du trou noir avec plein de points de vue différents, c'est très impressionnant. Donc vous avez certainement déjà vu passer ces images à l'un ou l'autre moment. Donc les trous noirs, c'est aussi son activité de recherche. Il a travaillé dans tout ce qui était rayonnement de fond cosmologique, etc. Et c'est aussi un vulgarisateur de très très haut niveau. Moi personnellement, j'adore la façon qu'il a quand il parle d'un sujet, de mettre ça dans un contexte historique, un contexte de comment fonctionne la physique et l'astrophysique. Donc c'est un pur bonheur de l'avoir. Donc déjà rien que pour ça, mille merci Alain d'être là. Et alors il est aussi à l'origine toute une série de livres, tous plus passionnants les uns que les autres. Et on a nos amis de Scientia qui sont à l'entrée de la salle avec les bouquins d'Alain et toute une série d'autres. Et notre invité est OK pour vous les dédicacer tout à l'heure. Alors, parmi les bouquins, il y a Pourquoi la Terre est ronde, à ne pas mettre dans les mains des platistes. Le dernier, ce sera celui dont sera tirée la conférence, c'est 10 scénarios pour la fin du monde. C'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, alors que ça fait 30 ans qu'on organise des conférences. Donc on est vraiment très très impatient de l'entendre. Il y a aussi toute l'histoire de la relativité avec pourquoi E égale MC2. Et il y a aussi L'incroyable aventure de la Terre. Alors il y en a d'autres, je ne les ai pas tous pris. Donc n'hésitez pas à aller voir le stand de Valérie de Scientia. Voilà, Alain, mille merci d'avoir réussi à insérer l'aller-retour Mons-Paris dans ton timing que je sais hyper chargé. Et voilà, tu es ici chez toi. Bonne soirée à toutes et à tous. Bien, bonsoir à tous. Bon, merci pour votre invitation. Donc, je vais vous parler d'un sujet extrêmement joyeux et très dans l'air du temps, qui est la fin du monde. Voilà. Alors, la fin du monde, c'est quoi? Alors, ça dépend un peu, hein. Donc, la fin du monde, c'est quand vous allez mourir, ou les catastrophes que vous allez léguer à vos enfants, ou la disparition des humains, ou la disparition de la vie sur Terre, la disparition de la Terre elle-même, celle du Soleil, de la galaxie. Voilà. Il y a plein de façons de définir la fin du monde, donc on va un peu piocher ce soir dans ces différentes possibles définitions de la fin du monde. Et la raison profonde pour laquelle j'ai écrit le livre sur lequel je vais parler, c'est que en fait, tout le monde vous raconte l'histoire de l'univers. On part du Big Bang, les premières galaxies, les premières étoiles, le système solaire, la Terre, l'apparition de la vie, l'apparition des hommes, et puis nous voilà maintenant. Et cette histoire est un peu ennuyeuse parce que... Enfin, ennuyeuse... il y a quelque chose qui me gêne dans cette histoire. C'est que nous arrivons à la fin de cette histoire. Il y a toujours une ambiguïté quand vous racontez une histoire entre la fin et la finalité. Et dire que toute l'histoire de l'univers sur 14 milliards d'années se termine avec notre apparition, ça nous fait jouer un rôle un peu prétentieux, je trouve. Et si on s'intéresse à l'histoire future, on va faire les choses dans l'autre sens. La première étape, c'est nous qui partons. Et puis on se rend compte que les choses continuent sans nous. Et donc, je trouve que c'est intéressant à étudier rien que pour ça. Et aussi pour une autre raison, c'est que on ne peut pas se représenter ce qu'il y a 1 milliard d'années. Hein. Dès l'époque grecque, les savants grecs avaient compris que 1000 ans, c'est 50 générations. Donc, ok, je retiens 50 noms. J'ai 1000 ans d'histoire qui s'écoulent dans mon esprit. Hein, les chronologies des rois de tel ou tel pays, des papes, tout ça. 1 million d'années, déjà, c'est 50 000 générations. Donc là, rien que retenir 50 000 noms dans l'ordre, on n'y arrive pas. Puis alors 1 milliard d'années, n'en parlons pas. Mais néanmoins, le milliard d'années, vous êtes habitué à la musique du mot. Et donc, on est finalement familier avec ces durées-là du milliard d'années, même si on ne se représente pas ce que c'est. Et donc là, je vous préviens par avance, vous allez entendre une musique complètement différente parce que les échelles de temps qu'on va voir à la fin de la conférence, c'est vraiment vertigineux. Voilà. Mais on verra ça dans une petite heure. Voilà. Donc, de quoi je vais vous parler? D'abord de l'histoire un peu passée de l'univers, parce que c'est le socle sur lequel on va bâtir la suite.
Et puis, on va aller de plus en plus loin dans le temps pour parler des choses qui sont à peu près certaines et des choses qui sont moins certaines pour diverses raisons. Il y a un physicien danois, Niels Bohr, un des fondateurs de la mécanique quantique, qui disait les prédictions, c'est difficile, surtout quand ça concerne l'avenir. Donc là, quand vous réfléchissez à l'histoire de l'univers dans très longtemps, voilà, on peut garder ça en tête. Mais vous allez voir que si ça se trouve, voilà, il y a des échelles de temps très longues qui s'ouvrent devant nous, ou pas, en fonction de certaines incertitudes. Alors que sait-on de l'histoire passée de l'univers et pourquoi à partir de l'histoire passée on peut prédire certaines choses? Donc nous fêtons cette année en 2025 le centenaire de la découverte des galaxies par Edwin Hubble qui l'a annoncé. Alors les historiens ne sont pas d'accord, soit le 31 décembre 1924, soit le 1er janvier 1925. En tout cas ça fait 100 ans plus quelques mois que nous savons que des galaxies existent. Et Hubble est connu non seulement pour avoir découvert les galaxies, mais pour avoir dans la foulée découvert l'expansion de l'univers. Alors, il y a un raccourci, puisque en fait, l'expansion de l'univers a plutôt été découverte par quelqu'un d'ici, Georges Lemaître, qui a en fait écrit un article en 1927 où il décrit la dynamique de l'univers et il montre que, sauf cas extraordinairement particulier, ça ne peut pas rester en l'état, ça va forcément être soit en expansion, soit en contraction. Donc il fait le choix que c'est en expansion parce qu'on sait déjà que quelques-unes des galaxies découvertes par Hubble présentent une tendance à s'éloigner de nous. Donc Lemaître soupçonne, à raison, que l'univers est en expansion. On sait qu'il a discuté avec Hubble, on n'a pas de traces écrites, mais on sait qu'ils se sont rencontrés à je ne sais plus quelle assemblée de l'Union astronomique internationale. Et peu de temps après, Hubble annonce la découverte de l'expansion de l'univers, mais parce que Lemaître lui avait dit de le faire. Donc l'expansion de l'univers, sur le principe, c'est un peu confusant. Ce n'est pas tellement les objets qui se déplacent dans l'univers, c'est plutôt l'univers qui gonfle entre les objets. Donc l'expansion n'affecte pas le système solaire ou notre galaxie. Voilà. Vous ne pouvez pas justifier que vous avez un peu pris en taille à cause de l'expansion de l'univers. Votre médecin il ne va pas vous croire. L'univers gonfle entre les galaxies, ce qui nous donne l'impression pour nous que nous sommes au centre et que tout le monde s'éloigne de nous, mais si vous êtes dans n'importe quelle autre galaxie, d'autres observateurs auront l'impression que ce sont eux qui sont au centre et les autres galaxies qui s'éloignent de nous. Donc ça, c'est assez facile à observer. La question qui se pose, c'est quelle est la dynamique de cette expansion aujourd'hui et maintenant c'est en expansion, comment c'était avant et comment ça sera après. Et donc pour comprendre ça, en gros, imaginez que vous lancez un caillou. Si vous lancez votre caillou pas très fort, il va s'élever, il va ralentir, il va retomber. Si vous le lancez suffisamment fort, il va s'éloigner indéfiniment de la Terre. Et donc l'expansion, vous pouvez un peu voir ça comme une sorte d'effet d'inertie. Donc vous avez une sorte, avec beaucoup de guillemets, d'impulsion initiale. Et à partir de cette impulsion initiale, ça va peu à peu se ralentir a priori, puisque la gravité fait que les objets s'attirent les uns des autres. Donc même s'ils s'éloignent, ils ont envie de se rapprocher, donc ils s'éloignent de moins en moins vite. Et donc s'il y a suffisamment de matière, si l'impulsion initiale n'est pas assez forte, l'expansion s'arrête et donne lieu à une phase de contraction, et donc une sorte de Big Bang à l'envers qu'on appelle le Big Crunch. Et puis s'il n'y a pas suffisamment de matière, ou si l'élan initial est suffisamment fort, l'expansion se produit indéfiniment. Donc ça, c'est ce qui se passe quand vous avez de la matière ordinaire dans l'univers, mais pour des raisons qui au départ étaient fausses, très tôt, les gens ont envisagé qu'il existe alors soit une sorte de modification des lois de la gravitation, soit une forme de matière aux propriétés un peu bizarres qui fait qu'elle a un aspect répulsif vis-à-vis de la gravitation. Et donc, quand vous lancez suffisamment fort votre caillou, au départ, la gravité attractive que tout le monde connaît, qu'on apprend à l'école, qui fait tomber les pommes, tout ça, fait que ça ralentit. Mais au bout d'un moment, cette force supplémentaire peut éventuellement prendre le relais et accélérer l'expansion. Donc finalement, vous avez où est-ce qu'il est mon... Non, voilà. Donc voilà, si ça part pas assez vite, l'expansion ralentit, s'arrête et donne naissance et donne lieu à une phase de contraction. Si vous lancez assez fort, ça se produit indéfiniment, même si c'est de plus en plus lent. Et puis si vous avez cette force supplémentaire qu'on appelle selon les cas constante cosmologique ou énergie noire, c'est pas exactement la même chose, mais ça a le même effet. Au départ, ça ralentit parce que vous sentez l'effet attractif de la gravité. Et au bout d'un moment, cet ingrédient supplémentaire prend le dessus et l'expansion s'accélère. C'est-à-dire que les objets non seulement s'éloignent, mais ils s'éloignent de plus en plus vite les uns des autres. Donc,
il y a 40 ans ou 35 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, on nous disait oui, le grand enjeu de la cosmologie, c'est de déterminer lequel de ces scénarios est le bon. Et on disait, voilà, une fois qu'on aura ça, on aura répondu à la grande question de notre époque. Donc on a répondu à cette question, et puis maintenant on se pose plein d'autres questions, comme souvent en science. Hein. La question décisive du moment devient presque immédiatement une vérité établie de toute éternité, et vous posez d'autres questions. Donc je vous passe le détail, mais en gros, on est dans le scénario de la courbe rouge ici, c'est-à-dire qu'on a démontré, enfin on a constaté, disons, dans la fin des années 90, 90, pardon, 90, pardon. Il va y avoir une histoire sur la dénomination des nombres, il faut que je fasse attention. Et que donc l'expansion de l'univers était au départ en train de décélérer, et depuis quelques milliards d'années, elle accélère, et si elle commence à accélérer, elle va accélérer en permanence, a priori. Donc on est dans le cadre de la courbe rouge, ce qui nous dit que l'expansion se poursuivant indéfiniment, l'univers est parti pour être éternel. Et donc s'il est parti pour être éternel, ça vous laisse quand même l'opportunité de réfléchir à qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain et dans très longtemps. Et donc si on était dans le scénario beige ici, vous voyez, voilà, on serait quasiment à la moitié du chemin, voilà, il ne se passerait pas grand-chose parce qu'on n'aurait pas beaucoup de temps. Si on est dans une des trois autres courbes, là, il va se passer beaucoup de choses. En tout cas, ça va prendre du temps. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'on va se placer. Alors ça, c'est ce que l'on sait aujourd'hui. Mais si vous réfléchissez à ça, en fait, on est en train de dire, on constate aujourd'hui que l'expansion de l'univers s'accélère, mais pour dire que l'univers va être éternel, il faut être sûr que ça va rester comme ça. Autrement dit, il faut être sûr que les lois de la physique que nous observons aujourd'hui en laboratoire ou que nous observons avec un certain recul en regardant des objets lointains dans l'univers, il faut être sûr que ces lois ne vont pas changer. Et donc, il faut vérifier. Et donc, il faut faire des expériences sur des longues échelles de temps. Alors, il y a un débat parmi les physiciens pour savoir quelle est la plus vieille expérience de physique en cours. Alors, certains astronomes vous disent la plus vieille expérience de physique, c'est simple, c'est l'observation du Soleil. On observe qu'il y a des taches à la surface du Soleil qui apparaissent, qui disparaissent, suivant un cycle qu'on appelle le cycle solaire, qui est un peu irrégulier, qui dure à peu près 11 ans. Et donc, voilà, l'observation des taches solaires, c'est une sorte d'expérience de physique qui s'étale depuis un peu moins de 300 ans pour l'observation en continu. Et puis, les gens qui travaillent dans des labos disent non, ça, c'est pas une vraie expérience, c'est juste une observation, ça compte pas. Une des plus vieilles expériences, et une des plus rigolotes d'une certaine façon, vous la connaissez peut-être d'ailleurs grâce à ça, c'est la fameuse expérience de la goutte de pois. Alors la poix, c'est une résine qui est un mélange de résine organique et minérale, et la poix à température ambiante, ça a l'air d'être un solide, hein. Vous pouvez le casser au marteau, enfin, ça. Et puis quand vous le chauffez suffisamment, vous vous rendez compte que ça devient un liquide, assez visqueux, mais un liquide. Sauf que quand vous passez de la température ambiante à la haute température, ou le contraire, vous n'avez pas la transition de phase que vous avez avec l'eau qui passe à une température donnée d'un état liquide à un état solide. Non, la poix, ses propriétés varient continuellement quand vous baissez la température. Ce qui fait qu'en fait, à température ambiante, la poix n'est pas un solide. C'est un liquide extrêmement visqueux, qui est tellement visqueux que vous pouvez le tenir dans la main, ça ne va pas vous couler entre les doigts. Et donc, en 1927, il y a un jeune scientifique australien qui s'est dit je vais mesurer la viscosité de la poix à température ambiante. Donc il a pris un montage extrêmement simple, il a pris un entonnoir, il a obstrué le fond de l'entonnoir, il a mis de la poix chauffée, donc liquide, qu'il a rempli, puis il n'a rien fait pendant 3 ans, il a attendu que le truc se stabilise, et au bout de 3 ans, il a coupé le fond de l'entonnoir, qui était obstrué, et puis il a attendu. Et au bout de plusieurs années, il a constaté que ça commençait à goûter. Et que donc on voyait effectivement cette substance se comporter comme un liquide qui goûtait peu à peu. Donc l'expérience a commencé en 1927 et en 2025, la 9e goutte est tombée. Voilà, donc c'est une expérience assez lente. Alors si vous ne me croyez pas, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc c'est un time-lapse qui s'écoule sur 3 ans, de avril 2012 à avril 2015. Alors, voilà. Alors, c'est parti.
Oui, si vous n'avez pas la date, vous voyez que ça goûte. Et si vous vous rendez compte en fait que c'est extrêmement lent, à un moment, je crois que vous allez voir un sapin de Noël, parce que ça va être Noël, ça ne va pas durer longtemps. Voilà. Voilà. Bon, alors là, ils ont eu un problème parce que, en fait, la goutte est tombée sur les autres gouttes, qui étaient des morceaux qui ne s'étaient pas aplanis. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on soulève l'entonnoir par rapport au bécher. Et au moment où ils ont soulevé l'entonnoir, la goutte s'est cassée. Donc, ils ont loupé la goutte. En 2014, voilà. Et donc, alors, ils ont remonté le truc, et voilà. Et donc, il prévoit qu'il faudra 14 ans pour que la goutte se détache. Donc, rendez-vous en 2014 plus 2028. Donc, voilà. Donc, il y a une webcam qui filme ça en permanence. Voilà. Non, parce qu'en fait, il y a un côté très drôle, mais le concepteur de l'expérience n'a jamais vu une goutte tomber. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle est tombée, il n'était pas là. Mais des fois, c'était vraiment pas de bol. C'est-à-dire, il arrive un matin, il sait que ça va se détacher. Il regarde, puis au bout d'un moment, il va se faire un café, il revient, parfaitement. Une autre fois, donc c'était au XXe siècle, le monsieur il devait avoir 90 ans passés, ils ont mis une webcam, et la webcam est tombée en panne ce jour-là. Non, je crois que c'est la lampe qui éclairait la salle qui a grillé. Donc voilà. De son vivant, il ne l'a jamais vu, mais en fait, il est devenu très célèbre parce que c'est une expérience complètement vaine, mais et très émouvante. Et en fait, ça marche pas bien, parce que les gouttes tombent plus lentement maintenant qu'avant, et on ne sait pas pourquoi. Mais on pense que c'est parce que maintenant les locaux sont climatisés, donc la température est un peu plus basse, la poix est encore plus visqueuse, donc ça met plus de temps à tomber. Et donc ça vous prouve que c'est en fait très compliqué de faire une expérience de physique dans des conditions contrôlées sur un siècle. C'est quasiment impossible. Donc c'est très dur d'être sûr que les lois de la physique ne changent pas d'un pouillème au cours du temps. Alors, une des rares expériences de physique... alors, justement, est-ce qu'on peut tester que les lois de la physique n'ont pas changé depuis un certain temps? Un des moyens que l'on utilise, c'est le Soleil. Donc, le Soleil est une étoile âgée d'à peu près 4,5 milliards d'années, 4,58. Et si vous regardez la surface du Soleil avec les protections appropriées et des instruments meilleurs que nos yeux, vous voyez que ça bouillonne un peu en surface. Ça bouillonne un peu en surface parce que la façon dont la chaleur est évacuée proche de la surface du Soleil, c'est comme dans la casserole d'eau bouillante que vous avez dans votre cuisine. Vous le chauffez par le bas, l'eau chauffée est un peu moins dense, elle s'élève, elle se refroidit en surface, elle retombe, il y a des mouvements de convection. Et donc vous voyez la surface du Soleil qui bloblote un peu comme ça. Et ces vibrations, vous voyez en surface, en fait, elles se propagent plus ou moins profondément à l'intérieur du Soleil. Et en regardant comment le Soleil brille en surface, vous savez comment il est fait à l'intérieur. Et donc vous pouvez très précisément reconstituer le profil de densité, de température, de pression. C'est comme quand vous tapez sur un mur avant de percer pour savoir en quoi c'est fait. Au bruit, vous savez si c'est du béton, du bois ou du placo. Bon, là, c'est pareil. On voit le Soleil vibrer. Ça, ces vibrations, c'est un peu comme du son. Et connaissant comment ça vibre en surface, on sait comment c'est fait dedans. Et donc, on peut reconstituer toutes les quantités physiques qui pertinentes dans le problème, par exemple ici la vitesse du son sur le schéma que vous avez. Et vous pouvez comparer si ce que vous observez est compatible avec l'état dans lequel devrait être une étoile comme le Soleil, vieille de 4,58 milliards d'années. Et donc, vous comparez entre ce que vous prédisez en modélisant ça et ce que vous observez. Vous prédisez en supposant que les lois de la physique sont les mêmes depuis 4 milliards et demi d'années et vous comparez à maintenant. Et vous voyez que l'écart entre la prédiction et l'écart relatif entre la prédiction de cette quantité, peu importe pourquoi on utilise celle-là, et entre ce que vous prédisez et ce que vous voyez, ben c'est jamais plus de ça ne s'écarte jamais de plus de 0,2%. Donc on a un très bon accord entre notre modélisation du Soleil dans l'hypothèse où les lois de la physique n'ont pas changé et le Soleil dans l'état dans lequel il est. Donc le Soleil est une sorte d'expérience de laboratoire qu'on ne voit qu'à un moment, mais qui nous donne un aperçu convaincant que les lois de la physique n'ont pas changé. Alors il y a plein d'autres expériences de ce type qu'on peut faire, mais vous pourrez toujours dire, oui, bah, ce n'est pas vraiment une expérience de laboratoire, le truc, je ne peux pas le tenir en main. Alors la plus vieille expérience de laboratoire, enfin qui peut s'assimiler à une expérience de laboratoire, elle a été trouvée dans une mine d'uranium au Gabon.
Alors pourquoi une mine d'uranium? Vous savez que l'uranium, c'est une substance radioactive. Il y a deux formes d'uranium, il y a l'uranium 235 et l'uranium 238. Les deux sont radioactifs, mais l'uranium 235 est plus radioactif que l'uranium 238. Donc si au départ vous avez 50-50 de l'un et de l'autre, les deux vont disparaître, mais l'uranium 235 va disparaître plus rapidement que l'uranium 238. Donc pour cette raison-là, aujourd'hui, dans un bloc d'uranium que vous trouvez dans n'importe quelle mine d'uranium, vous avez 0,7% d'uranium 235 et 99,3% d'uranium 238. Partout, sauf là. Alors pourquoi? Eh bien parce que si vous remontez dans le passé, il y a eu une époque où il n'y avait pas 0,7% d'uranium 235, mais 1%, 2%, 3%. Et quand dans un bloc d'uranium, vous avez plus de 3% d'uranium 235, comme l'uranium 235 est le seul qui peut donner lieu à des réactions de fission et de réactions en chaîne, quand vous avez suffisamment enrichi l'uranium d'aujourd'hui en uranium 235, vous pouvez avoir un réacteur nucléaire naturel. Et pour des raisons un peu subtiles, dont je ne suis pas sûr qu'elles soient complètement comprises, dans cette mine d'uranium-là, on a eu un réacteur nucléaire naturel qui a fonctionné il y a 1,7 milliard d'années. Et on s'en rend compte parce qu'aujourd'hui, mais comme c'est essentiellement l'uranium 235 qui a disparu, il y en a moins qu'ailleurs. Il y a 0,3 ou 0,4% au lieu de 0,7% d'uranium 235. Et à la place de l'uranium qui a disparu, on trouve l'équivalent des déchets radioactifs, c'est-à-dire du strontium, du césium, enfin les choses que l'on trouve et que l'on doit traiter dans des centrales nucléaires. Et donc c'est une zone qui, vous voyez, qui fait qui fait même pas un mètre cube, hein, c'est essentiellement ce morceau-là. Donc vous pouvez l'extraire de la mine, vous pouvez l'étudier en laboratoire et vous constatez que les abondances des différents déchets radioactifs sont exactement ceux que vous avez dans les centrales nucléaires modernes. Autrement dit que les lois de la physique nucléaire, ou en tout cas qui régissent tout ce qui est désintégration radioactive de l'uranium, étaient exactement les mêmes il y a 1,7 milliard d'années qu'elles ne sont aujourd'hui. Et ça, vous l'avez dans un truc que vous pouvez vraiment tenir dans vos mains. Et donc, ça nous donne un bon espoir, enfin, ça nous donne une justification très convaincante que les lois de la physique n'ont pas changé depuis cette époque-là. Et si elles n'ont pas changé depuis cette époque-là, il est raisonnable de faire l'hypothèse qu'elles ne changeront pas à l'avenir. Non seulement dans 1,7 milliard d'années, mais dans beaucoup plus longtemps que ça. D'accord ? Donc c'est dans ce cadre-là que l'on va se placer. Évidemment, si les lois de la physique changent, là, on ne peut plus rien dire. Mais c'est raisonnable de supposer qu'elles ne vont pas changer. Alors, qu'est-ce qui va se passer bientôt ? Ce qui va se passer bientôt, vous savez tous, hein, on va tous mourir. Alors, la fin du monde a été... longtemps, c'était un peu le poids de la religion qui nous disait la fin du monde, on ne sait pas trop pour quand c'est, mais si c'est dans pas longtemps, faites gaffe, parce qu'après, ça va être le jugement dernier, tout ça. Et donc, les scientifiques s'emparent de la question dans le courant du 19e siècle. Dans le courant du 19e siècle, il y a un grand débat, en fait, entre les physiciens d'un côté et les géologues. Les géologues, sur foi de leurs analyses, voient que les couches sédimentaires, la sédimentation, tous les processus géologiques sont très lents. Donc ils en déduisent avec raison que la Terre est très vieille. Et le truc, c'est qu'il y a des fossiles dans les couches géologiques. Donc non seulement la Terre est très vieille, mais la vie sur Terre est très vieille. Et donc si la vie sur Terre existe depuis très longtemps, ça veut dire que le Soleil brille depuis très longtemps. Et donc il existe une source d'énergie au Soleil qui lui permet de briller pendant des centaines de millions d'années. Et à l'époque, on ne connaît aucun processus physique qui permette d'expliquer que le Soleil brille avec un éclat comparable à celui d'aujourd'hui depuis plusieurs centaines de millions d'années. Les physiciens pensent plutôt que le Soleil ne peut pas briller plus de 100 millions d'années. Et en même temps, les géologues sont convaincus que la Terre a minimum 100 millions d'années d'âge. Donc le seul moyen de réconcilier tout ce beau monde, c'est de dire le Soleil ne va briller que pendant 100 millions d'années, la vie existe depuis 100 millions d'années, et donc la fin du monde est pour demain. Et donc les scientifiques ont un petit moment d'angoisse quand ils réalisent ça. Ils disent quand même, c'est pas de bol. Pile au moment où on est capable de dire quelque chose sur l'âge de la Terre, c'est le moment où ça va s'arrêter. Et donc les gens sont assez déprimés. Alors, je vous donne les écrits d'un écrivain anglais, mais les scientifiques ont un peu ce même réflexe. Donc Joseph Conrad dit « Le sort de l'humanité condamné finalement à périr de froid,
ne vaut pas la peine qu'on s'en préoccupe. Si vous le prenez à cœur, cela devient vite une tragédie insupportable. Si vous croyez au progrès, alors vous devez vous lamenter, car la perfection atteinte par notre époque doit se terminer dans le froid, l'obscurité et le silence. Donc ça, c'est la version assez soft des Anglais. Et donc en France, nous avons Camille Flammarion, grand vulgarisateur, dont on fête le centenaire de la mort cette année, qui lui va être beaucoup plus lyrique. Alors je peux pas vous résister au plaisir de vous montrer ce qu'il a écrit. Donc à l'époque, on pense qu'on va mourir de froid, et donc Camille Flammarion va en fait inventer un truc tout à fait pertinent, c'est qu'il dit si la Terre se refroidit, il y a des régions qui sont aujourd'hui habitables qui un jour ne le seront plus. Et donc en fait, il invente le concept, sans le nommer, de réfugiés climatiques. Donc voilà comment il dit les choses. Du sommet des montagnes, le linceul des neiges descendra des hauts plateaux vers les vallées, chassant devant lui les civilisations et masquant pour toujours les villes et les nations qu'il rencontrera sur son passage. La vie et les activités humaines se resserreront insensiblement vers la zone intertropicale. Ensuite, il cite des villes par ordre décroissant de latitude. Saint-Pétersbourg, Londres, Paris, Berlin, Vienne, Constantinople, Rome s'endormiront successivement sous leur suaire éternelle. On ne vivra plus, on ne respirera plus que dans la zone équatoriale jusqu'au jour où la dernière tribu viendra s'asseoir, déjà morte de froid et de faim, sur le rivage de la dernière mer, au rayon d'un pâle soleil qui n'éclairera désormais ici-bas qu'un tombeau ambulant, tournant autour d'une lumière inutile et d'une chaleur inféconde. Surprise par le froid, la dernière famille humaine a été touchée du doigt de la mort et bientôt ses ossements seront ensevelis sous le suaire des glaces éternelles. Le tout illustré par la dernière famille humaine avec le papa squelette, la maman squelette, le bébé squelette et le chien squelette. Voilà. Alors c'est déchirant, mais c'est complètement faux. Voilà. C'est complètement faux puisque quelques années après, Henri Becquerel découvre la radioactivité et on se rend compte que la radioactivité, c'est une source d'énergie qui est beaucoup plus efficace que tout ce que l'on connaît et que donc le soleil peut briller pendant très longtemps et que donc la fin du monde n'est pas pour demain, mais pour après-demain puisque le soleil va s'arrêter de briller de toute façon. Cela dit, nous n'allons pas mourir de froid, comme vous le savez peut-être, nous allons mourir de chaud. Parce que maintenant que nous connaissons la source d'énergie du Soleil, nous pouvons faire de l'évolution stellaire et regarder comment le Soleil évolue. Et une étoile de type solaire a tendance à voir son éclat augmenter légèrement de quelques pourcents par milliard d'années. Alors quelques pourcents par milliard d'années, c'est pas bien méchant, sauf que cumulé sur beaucoup de milliards d'années, ça commence à faire beaucoup de pourcents. Et vous qui êtes à une certaine distance du Soleil, si aujourd'hui il fait bon, un jour il fera de plus en plus chaud. Voilà. Donc comment les choses vont s'arrêter? Alors il y a plein de possibilités, mais il y a une limite indépassable qui est la suivante. Donc l'éclat du Soleil augmente de quelques pourcents par milliard d'années. Donc l'ensoleillement reçu sur Terre augmente de quelques pourcents par milliard d'années. Et si la vie sur Terre existe, c'est parce que la Terre primitive avait une atmosphère riche en gaz à effet de serre. Et donc le Soleil un peu faiblard du début, vous voyez son faible éclat compensé par le fait qu'il y avait beaucoup de gaz à effet de serre. Et puis l'évolution de la Terre et de la biosphère ont diminué la quantité de gaz à effet de serre de la bonne façon pour que quand le Soleil augmentait d'éclat, ça se compensait à peu près. Donc là, un peu par hasard, la Terre est restée habitable pendant très longtemps, mais on sent bien que même s'il y a zéro gaz à effet de serre, au bout d'un moment, le Soleil sera trop chaud. C'est en gros ça qui va se passer, mais en fait, ça va être pire que ça, parce que si vous augmentez la température parce que le Soleil est là, vous augmentez l'évaporation des océans. Et on ne le dit pas assez, mais la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. Tous les gaz moléculaires avec des atomes différents, donc H2O, CO2, CH4, méthane, gaz carbonique, eau, sont des gaz à effet de serre. Donc, il va y avoir un effet d'emballement à un moment donné, c'est-à-dire que il va faire de plus en plus chaud parce que le Soleil est chaud, parce qu'il y a de plus en plus de vapeur d'eau, et au bout d'un moment, il fera tellement chaud que les océans vont se mettre à bouillir. Et donc, si les océans se mettent à bouillir, vous injectez beaucoup de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et donc là, ça finit mal. Alors, comment ça finit exactement? Alors, les gens ont simulé ça. Hein. Il y a des articles très détaillés là-dessus. L'idée, c'est de dire que quand vous commencez à avoir beaucoup de vapeur d'eau dans l'atmosphère, la vapeur d'eau ne reste pas confinée à la partie basse de l'atmosphère, mais elle s'élève au-dessus de la troposphère, donc l'endroit où il y a les nuages, etc. Et elle va dans la stratosphère. Et la stratosphère, c'est l'endroit où, vous savez, il y a la couche d'ozone qui nous protège du rayonnement ultraviolet. Et donc, si la vapeur d'eau commence à s'élever au-dessus
de la stratosphère. Là, on a un problème parce que la couche d'ozone nous protège du rayonnement ultraviolet, mais protège aussi les molécules d'eau du rayonnement ultraviolet. Quand vous exposez de l'eau au rayonnement ultraviolet, il y a toujours une probabilité non nulle que le rayonnement ultraviolet brise les molécules d'eau. Et quand vous brisez plein de molécules d'eau, vous avez du O et du H tout seul, et puis les H peuvent se combiner entre eux, ça fait de l'hydrogène tout court, du dihydrogène. Et une atmosphère est d'autant plus facile à retenir par la planète que les molécules qu'elle contient sont lourdes. Et donc, si on remplaçait du H2O par du H2, le H2, il est tellement léger que pouf, il s'évapore. Donc, vous injectez plein de vapeur d'eau, et puis la vapeur d'eau, étant photodissociée, disparaît. Donc, vous mourrez de chaud et de soif. Et la question, c'est est-ce qu'on va mourir d'abord de chaud ou d'abord de soif? Ça, c'est le problème des spécialistes. Mais tout le monde est d'accord pour dire que d'ici 2 milliards d'années, c'est fini. Voilà. Alors, ça nous laisse un peu de temps. Mais voilà, si vous aviez en tête que le Soleil a une espérance de vie de 10 milliards d'années, c'est ce qu'on dit tout le temps, et donc on n'est même pas au milieu du gué, puisqu'il n'y a que 4 milliards et demi d'années, en fait vous vous trompez, non. La fin de la biosphère, c'est beaucoup plus tôt, c'est maximum 2 milliards d'années, et probablement beaucoup moins pour la vie multicellulaire, qui est beaucoup plus dépendante de conditions de température pas trop extrêmes par rapport à la vie unicellulaire. Voilà. Vous n'êtes pas trop déprimé, ça va? Voilà. Alors, quand avec mon éditrice Olivia Requinzins, on a commencé à réfléchir à ce livre, elle a dit bon, faut trouver une belle couverture. Et donc, elle a demandé à un truc d'intelligence artificielle de lui dire tiens, fais-moi la couverture d'un livre qui parle de la fin du monde. Et donc, voilà, moulinant sur tout ce qu'on trouve sur la toile. En gros, là, il y avait 2 choix qui nous étaient faits. Soit c'était la montée du niveau des océans, soit c'était un machin qui nous tombe dessus. Alors, est-il possible que le ciel nous tombe sur la tête? Alors, vous savez que les planètes tournent autour du Soleil, qu'elles sont toutes à bonne distance les unes des autres, donc tout ça est très calme, mais en fait, ça n'a pas été très calme. Hein. Les planètes rocheuses se forment par collisions successives d'objets de plus en plus gros. Et donc, par exemple, la Terre est issue de la collision d'une dizaine d'objets de la taille de Mars, selon les modèles en vigueur. Donc, des machins sont entrés en collision extrêmement violente par le passé. Est-ce qu'il est possible que ça arrive plus tard? Donc là aussi, les gens ont fait des simulations pour voir si c'était possible. Donc, vous prenez les planètes du système solaire à l'endroit où elles sont aujourd'hui, et puis vous faites évoluer ça sur plusieurs milliards d'années pour voir si ça bouge un peu et s'il y a des collisions. Et puis, comme vous ne savez pas exactement où sont les planètes, hein, vous connaissez la distance Terre-Lune à peu près 1 centimètre près, la distance Terre-Soleil, vous la connaissez à 20 cm près, la distance de Mars au Soleil, vous la connaissez avec une précision moins bonne, les autres planètes c'est encore pire. Donc dans votre simulation, vous pouvez faire plein de simulations où chaque fois vous déplacez une planète, n'importe laquelle, de 1 mm par rapport à la position de la précédente simulation. Donc c'est parfaitement compatible avec ce que vous connaissez de la position des planètes, hein, c'est dans l'incertitude de mesure. Et quand vous faites ça, vous vous rendez compte que des fois ça finit mal. Que de temps en temps, il y a des problèmes. Alors, il y a 3 types de problèmes possibles. Le problème numéro 1, c'est une planète qui est expulsée du système solaire. Le problème numéro 2, c'est qu'une planète fonce dans le Soleil. Et le problème numéro 3, c'est que 2 planètes entrent en collision. Et donc, des gens ont essayé de regarder, en jetant les dés plusieurs fois, c'est-à-dire en faisant la même simulation, mais en déplacement d'un pouillème les planètes. Qu'est-ce qui se passait quand ça arrivait? Donc, c'est rare, je vous rassure. Mais de temps en temps, ça arrive. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer à quoi ça ressemble 2 planètes qui entrent en collision. Ça fait un peu peur. Donc, la simulation que je vous montre est une simulation du système solaire primitif, de la dernière collision qu'a subie la Terre, une fois pour terminer le gros œuvre, si vous voulez. Mais si Mars entrait en collision avec la Terre d'ici quelques milliards d'années, ça serait à peu près la même chose, puisqu'en gros, l'impacteur qui est montré dans cette simulation a à peu près la masse de Mars. On est d'accord, on n'a pas envie d'y être. Hein. Voilà. Alors pourquoi ces simulations sont intéressantes? Elles sont intéressantes parce qu'on peut étudier à quel point c'est réaliste, parce qu'il y a eu un débris à cette dernière collision qu'a connue la Terre, c'est la Lune.
Donc les champs essaient de reconstituer quelle était la géométrie de la collision, la composition des deux objets en collision, à la fois pour expliquer la composition de la Terre et de celle de la Lune. Donc ça ressemblait à ça. Donc la Lune, c'est la simulation que vous voyez, elle s'écoule sur 48 heures, je crois. Donc la Lune a littéralement été formée en un jour. Et dans un futur très lointain, si Mars entre en collision avec la Terre, ça pourrait ressembler à ça. Donc on est d'accord, ça serait bien que ça n'arrive pas. Voilà. Ça serait bien que ça n'arrive pas, puisque, comme vous le savez, il n'y a pas besoin que Mars entre en collision avec la Terre pour que les choses se passent mal. Hein. Il suffit qu'un caillou d'une dizaine de kilomètres de diamètre heurte la Terre pour que ça se passe mal, puisque l'extinction, il y a 66 millions d'années, qui a sonné le glas du règne des dinosaures, est probablement due à l'impact avec quelque chose qui faisait une dizaine de kilomètres de diamètre. Alors, qu'est-ce qui est le plus probable entre la planète et le gros caillou ? C'est pas aussi déséquilibré qu'on pourrait le penser. En l'état de nos connaissances, il n'y a eu qu'un seul impact avec un objet de 10 km de diamètre dans les 500 derniers millions d'années. En tout cas, il n'y a eu qu'une seule extinction massive causée par un tel impact. Donc un tel impact est rare, même si on fait des statistiques sur un seul événement en 500 millions d'années. On peut imaginer qu'il y a 1 ou 2 événements de ce type par milliard d'années. Ce n'est pas complètement impossible. Mais vu que la biosphère n'en a que pour 2 milliards d'années, ce n'est pas trop grave. Évidemment, il y aura des impacts beaucoup moins violents et beaucoup plus nombreux, avec des objets de quelques dizaines de mètres. Donc le météore cratère dans l'Arizona, un cratère qui a 50 000 ans d'âge. Donc on sait que sur des échelles de quelques dizaines de milliers d'années, de temps en temps, il y a un caillou qui nous tombe dessus et qui fait un cratère de 1 km. Donc évidemment, là, il ne faut pas être au lieu de l'impact. Mais si vous êtes à quelques centaines de kilomètres, ça vous décoiffe peut-être un peu. Et si vous êtes à quelques milliers de kilomètres, ce n'est pas grave. Donc ça, c'est pas grave pour la biosphère, c'est grave pour vous si vous êtes au mauvais endroit. Le truc au-dessus, là, évidemment, il est beaucoup plus grave, mais il est moins probable. Donc c'est souvent comme ça avec les catastrophes. Les catastrophes sont d'autant plus probables qu'elles ne sont pas graves. Et le problème, c'est qu'il y a des catastrophes peu probables, mais qui arrivent quand même, qui sont très graves. Voilà. Donc, a priori, vous pouvez dormir tranquille. C'est pas ça le problème. Donc les planètes peuvent entrer en collision, mais c'est pas trop grave. Est-ce que les étoiles peuvent entrer en collision ? Alors ça c'est une bonne question, parce que vous savez que nous habitons dans une grande concentration d'étoiles qui s'appelle la Voie lactée. La Voie lactée fait partie d'un petit groupe de galaxies qui est sobrement appelé le groupe local. Et dans ce groupe local, il y a une autre galaxie de bonne taille, comme la nôtre, qui s'appelle la galaxie d'Andromède. Et la galaxie d'Andromède va vers nous. C'est-à-dire qu'on peut mesurer que le long de la ligne de visée, cette galaxie s'approche de nous. L'expansion de l'univers ne se manifeste pas à l'échelle d'un groupe de galaxies, elle se manifeste. L'espace ne gonfle pas à l'intérieur des groupes de galaxies, il gonfle à l'extérieur. Donc la galaxie d'Andromède, alors, c'est facile de montrer qu'elle se rapproche de nous, c'est difficile de mesurer sa vitesse tangentielle. Donc on ne peut pas savoir si elle fonce droit vers nous ou si elle va nous rater. Mais on peut évaluer le temps qui nous sépare du moment où elle va s'approcher de nous. Alors des collisions de galaxies, c'est tout à fait banal. Voilà, ça, c'est la paire de galaxies en collision la plus connue, s'appelle la galaxie des antennes, parce qu'il y a 2 filets d'étoiles qui sont éjectés lors de la collision qui peuvent penser à 2 antennes, en fait 2 antennes d'un insecte. Donc d'ici quelques milliards d'années, même si la galaxie Andromède nous rate la première fois, la 2e ou 3e fois, il y aura une collision. Alors les collisions de galaxies ne provoquent pas de collision d'étoiles. Vous pouvez voir les galaxies comme des nuages d'étoiles, mais la taille des étoiles comparée à la distance qui les sépare font que quand 2 galaxies entrent en collision, elles s'interpénètrent plus qu'elles n'entrent en collision. Donc les atomes de gaz qui sont entre les étoiles peuvent entrer en collision, parce qu'il y en a beaucoup, mais 100 milliards d'étoiles d'un côté, 100 milliards d'étoiles de l'autre, la probabilité de collision est très faible. Il y a peut-être une étoile d'une galaxie qui va entrer en collision avec une étoile d'une autre galaxie. Une chance sur 100 milliards que ça soit vous, quoi. Vous voyez, donc, a priori, c'est pas trop grave. C'est spectaculaire, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc, a priori, la fin du monde, c'est à cause du Soleil. Ça vient pas de loin, c'est notre... voilà. Celui qui nous a permis de vivre qui sera la cause de notre mort. Voilà, souvent comme ça. Bon, fin de la vie sur Terre, voilà, ça y est, c'est fini. Bon, mais la Terre est toujours là. Que va-t-il arriver à la Terre après ?
évidemment, la Terre va continuer à exister quand la vie aura disparu. Alors, le Soleil est une étoile dite de type solaire. La catégorie est donnée par le nom du Soleil. Et donc, je vous ai dit, une étoile comme le Soleil a son éclat qui augmente de quelques pourcents par milliard d'années et qui va rester dans cette lente et gentille augmentation pendant 10 milliards d'années de son existence, 10-11 milliards d'années de son existence. Et après, les choses vont s'emballer parce que la façon dont l'étoile brûle son carburant va changer. Et donc, en fin de vie, une étoile comme le Soleil va voir le rythme de ses réactions non pas augmenter de quelques pourcents par milliard d'années, mais va augmenter extrêmement brutalement. Et donc, le Soleil ayant beaucoup d'énergie à évacuer, le seul moyen d'évacuer beaucoup d'énergie, c'est d'augmenter la surface, puisque les pertes d'énergie sont proportionnelles à la surface. Et donc, le Soleil va passer par un stade dit de géante rouge. Alors, rouge parce que la température de surface va être un peu plus basse. C'est la couleur des étoiles, c'est l'inverse des robinets. Quand c'est froid, c'est rouge. Quand c'est chaud, c'est bleu. Donc, le Soleil va être un peu plus froid en surface, mais il va être tellement plus gros que, globalement, il va émettre beaucoup plus d'énergie. Alors, il va être plus gros de combien ? On peut montrer, on constate en regardant d'autres étoiles de type solaire qui sont plus avancées dans l'évolution, qu'une étoile de type solaire, quand elle passe au maximum de sa phase de géante rouge, elle multiplie sa taille par 250. Or, la distance qui sépare la Terre du Soleil, c'est 230 fois le rayon du Soleil. Vous voyez qu'on a un petit problème. Si vous multipliez la taille du Soleil par 250, la Terre se trouve à l'intérieur. En fait, c'est plus compliqué que ça, parce que quand le Soleil va devenir très gros, le champ de gravité à la surface du Soleil va être plus faible, puisqu'on sera plus loin du centre. Et comme le rythme des réactions va s'emballer, ça va vraiment bouillonner très fort en surface, au point que le Soleil va expulser une partie de sa masse à mesure qu'il devient de plus en plus gros. Donc il devient de plus en plus gros, et il se rapproche de la Terre, mais comme il perd de la masse, la Terre étant moins attirée par le Soleil, au lieu de tourner sur une orbite circulaire, elle va peu à peu spiraler vers l'extérieur. Donc le Soleil se rapproche très vite, et la Terre s'en éloigne très lentement. Donc, que va-t-il se passer ? Alors si on simule en gros la distance Terre-Soleil par rapport à la taille du Soleil, ça ressemble à ça. Alors les unités ici sont un peu, voilà, c'est des unités un peu atypiques, c'est des unités logarithmiques. Donc le 0, qui n'est pas représenté sur ce schéma, c'est la taille actuelle du Soleil. Le 1, c'est 10 fois la taille actuelle. Le 2, c'est 100 fois la taille actuelle. Et le 2, quelque chose, c'est 250 fois. D'accord. Donc le Soleil va grossir très brutalement quand il aura un âge de 12 milliards 170 millions d'années. Et au moment où il va beaucoup grossir, il va perdre beaucoup de masse et la Terre pourra s'en éloigner. Donc on a quand même envie de zoomer dans cette région-là, n'est-ce pas ? Parce qu'on sent qu'on va avoir un peu chaud aux fesses. Et donc ça va mal se passer. Ça va mal se passer parce que quand le Soleil va commencer à être très proche de la surface de la Terre, en fait, la proximité, non pas du centre du Soleil, mais de la surface du Soleil, va altérer la rotation de la Terre sur elle-même. La Terre va ralentir sa rotation. Et en altérant sa rotation sur elle-même, ça va aussi altérer sa période de révolution, ce qu'on appelle les effets de marée. Et l'effet combiné des effets de marée a plutôt tendance à rapprocher la Terre du Soleil. Donc s'il n'y avait pas ces histoires d'effets de marée, vous voyez, la Terre s'éloignerait lentement mais sûrement du Soleil, et elle s'en sortirait, mais en fait, elle va se faire rattraper par la patrouille, alors vraiment pas longtemps avant la fin. C'est 500 000 ans avant que le Soleil ait atteint son expansion maximale qu'il devrait engloutir la Terre. Donc 500 000 ans au bout de 12 milliards 170 millions d'années d'existence. Alors vous pouvez faire la règle de 3. 500 000 ans par rapport à 12 milliards 170 millions d'années, c'est comme 1/10 de seconde par rapport à 48 minutes. Alors je choisis cette durée de 48 minutes parce que c'est la durée d'un match de basket. Donc vous imaginez une équipe qui marque le premier panier et puis pendant tout le match est devant. Pendant tout le match, pendant 47 minutes, 59 secondes et 9 dixièmes. Et puis au dernier dixième de seconde, vous avez l'équipe adverse qui est revenue à un point qui fait le panier de la gagne. Donc là, c'est exactement ça. C'est vraiment le shoot au buzzer. Et alors, on se dit, ouais, mais on ne peut pas gratter 500 000 ans. Non, c'est pas possible. Voilà, c'est très peu probable. C'est vraiment dommage, mais c'est peu probable. Alors, c'est peu probable, sauf si,
sauf si les interactions mutuelles entre planètes provoquent non pas des collisions, mais des altérations importantes de l'orbite des planètes. Et donc, si vous imaginez que Mars s'approche de la Terre, Mars et la Terre pourraient par exemple échanger leurs orbites. Et donc la Terre s'éloignerait du Soleil au prix que Mars s'en rapproche, et c'est Mars qui se ferait bouffer par le Soleil et pas la Terre. Donc il y a un petit espoir que la Terre s'en sorte, mais pour être sauvé, il faut que quelqu'un se sacrifie à sa place. Voilà. Bon, il n'y a pas de Martiens, donc ça ne nous dérangera pas, mais voilà. On peut pas sauver tout le monde dans ces situations-là. Bon, donc la Terre va se faire happer par le Soleil, mais le Soleil va se calmer assez brutalement après, et puis il va repasser par une seconde phase, qui est une sorte de deuxième phase de géante rouge, qui s'appelle la phase AGB dans le jargon des physiciens, où à nouveau il va perdre beaucoup de masse. Et alors ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'une fois que la Terre se sera fait engloutir par le Soleil, comme le Soleil va encore perdre de la masse, une partie de la masse de la Terre va être rendue dans le milieu interstellaire. Donc une partie de la masse de la Terre, et donc une partie des atomes qui vous composent, puisque les atomes qui vous composent aujourd'hui vont se faire engloutir par le Soleil 500 000 ans avant la fin, et vont ensuite être libérés. Et donc, il y a quelque chose de vous qui va survivre à ça. Voilà. Donc je me suis amusé à faire le calcul suivant. Donc, une étoile en fin de vie, une étoile de type solaire, perd de la masse comme ça, donc ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Vous voyez l'étoile mourante au centre de l'image. Et autour d'elle, vous avez la masse qu'elle est en train d'expulser qui est illuminée de l'intérieur. Donc le terme de nébuleuse planétaire est trompeur, hein, ce n'est pas un système planétaire en formation, c'est une étoile mourante qui expulse de la matière. Et donc, dans la nébuleuse planétaire que deviendra le Soleil, alors on ressemblera peut-être à ça, il y aura 20% à peu près de la masse de la Terre qui sera évidemment vaporisée, 20% de vos atomes. Et là, on peut faire le calcul suivant. Les étoiles ont un cycle de vie, hein, c'est-à-dire que la masse expulsée par les étoiles permet de fabriquer d'autres étoiles. Et du coup, cette matière-là pourra éventuellement être incorporée dans un nouveau système stellaire qui se formera. Donc si on imagine de façon assez peu réaliste que la totalité de cette masse expulsée par le Soleil est englobée dans un système stellaire à venir, donc une infime partie de votre masse à vous, sera une infime partie de cette matière-là. Et donc on peut imaginer, cette masse-là fabrique un système stellaire, un jumeau du système solaire avec un jumeau de la Terre, sur laquelle il y a de la vie. Donc vous prenez une certaine masse de la future Terre jumelle qui se formera comme ça, et au bout de combien de masse il y a un atome de vous? Bon, on peut faire le calcul, hein, c'est pas très compliqué, c'est à peu près au bout de 10 tonnes. Donc si vous imaginez que la vie apparaît sur cette Terre à venir, et que sur cette Terre à venir, vous avez des gros êtres vivants de 10 tonnes, donc des arbres, ben dans chacun des arbres qui pousseront sur cette planète à venir, il y aura en moyenne un atome de chacun d'entre vous qui seront là. Voilà, donc je ne sais pas si vous croyez à la réincarnation, mais ça c'est une version moderne de la réincarnation. Voilà. Non seulement la matière organique dont vous êtes composé a été incorporée dans d'innombrables êtres vivants avant votre naissance, et elle sera incorporée dans d'autres êtres vivants à venir, mais c'est vrai à l'échelle cosmique, c'est-à-dire si la matière expulsée par les étoiles est recyclée dans d'autres étoiles et que la vie s'y développe, vous en ferez un peu partie de cette façon-là. Voilà. C'est juste pour être pas trop déprimant. Mais bon, voilà, c'est dans longtemps quand même. Hein, voilà. Bon, après, que va-t-il se passer après? Bon, voilà. Ok, la Terre a été vaporisée dans le Soleil, ou éventuellement par chance, elle a échangé sa position avec Mars. Qu'est-ce qui peut se passer après? Qu'est-ce qui va se passer une fois que le Soleil se sera arrêté de briller, maintenant qu'on n'a plus le côté égoïste de dire, et alors nous, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est ça la partie intéressante. Alors, tout à l'heure, là, je me suis trompé, j'ai dit 90 au lieu de 90. Je lui ai dit que c'était important pour la raison suivante. Il y a un petit problème de notation quand on considère des grands nombres. Bon, 1 suivi de 6 zéros, c'est 1 million, 1 suivi de 9 zéros, c'est 1 milliard, puis après, les gens ne sont pas très d'accord. Alors, je ne sais pas comment c'est ici, mais en France, il y a un texte de loi qui date de 1961, qui nous dit comment on doit appeler les grands nombres quand on les écrit en lettres.
Donc c'est basé sur une proposition qui a été faite par un mathématicien du XVe siècle, je crois, qui s'appelait Nicolas Chuquet. Donc Nicolas Chuquet avait dit 1 suivi de 12 zéros, c'est 1 million fois 1 million, je vais appeler ça un bimillion. Puis 1 suivi de 18 zéros, c'est 1 million fois 1 million fois 1 million, je vais appeler ça un trimillion, puis un quadrimillion, etc. Et puis le mi a disparu, donc billion, trillion, quadrillion, etc. Donc en français, et en France, un billion, c'est 1000 milliards. Sauf que si vous êtes anglais, un billion, ben c'est 1000 fois moins. Et puis un trillion, c'est 1000 fois plus que le billion anglais, mais c'est 1 million de fois moins que le trillion français. Donc quand vous lisez un texte, si c'est un texte législatif français qui a marqué trillion, trillion, vous savez que c'est trimillion, donc c'est 1 suivi de 18 zéros. Mais si vous lisez un texte écrit en français, mais en fait traduit de l'anglais, est-ce que le traducteur a bêtement traduit le trillion anglais comme trillion français? Ou est-ce qu'il est tombé sur un truc qui doit être un quintillion en anglais qu'il a effectivement traduit en trillion français? Donc vous voyez toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Donc, dès que vous voyez un truc qui est plus gros qu'un milliard, soit c'est explicite, genre 1000 milliards, on comprend que c'est 1000 fois 1 milliard. Mais alors, si c'est un trilliard, est-ce que c'est le trilliard anglais qui est 1000 milliards ou est-ce que c'est un billion français qui est 1000 milliards? Ça commence à devenir compliqué. Et donc, évidemment, si on a des nombres beaucoup plus gros, c'est encore plus compliqué. Voilà. Donc, on utilise les fameuses notions, les notations en puissance de 10 que vous avez tous appris à l'école. S'il y a des allergiques en maths, je suis désolé de réactiver un traumatisme ancien. Donc 10 puissance n, c'est 1 suivi de n0. Donc 1 million, c'est 10 puissance 6. 1 milliard, c'est 10 puissance 9. Et le billion français qui est égal au trillion anglais, c'est 10 puissance 12, etc. Et donc on est d'accord que les puissances de 10, ça permet de rendre certaines phrases beaucoup plus élégantes. Si je vous dis que le Soleil contient un nonillard d'atomes, qu'il y a l'équivalent de 100 milliards d'étoiles de type solaire dans la Voie lactée et 1 billion de galaxies dans l'univers, ce qui nous fait 100 hexaïcosillions d'atomes, c'est quand même beaucoup plus tordu que dire le Soleil contient 10 puissance 57 atomes, il y a 10 puissance 11 étoiles de type solaire dans la Voie lactée, 10 puissance 12 galaxies, et quand on multiplie ça, on additionne les exposants, ça fait 10 puissance 80 atomes, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Donc je pense que vous connaissez tout ça, mais voilà, je ne résistais pas au fait de vous montrer le nonillard d'atomes qui est le 10 puissance 57. C'est pas tous les jours qu'on case un nonillard dans une discussion. Voilà. Mais encore une fois, peut-être que les conventions de nommage en Belgique ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc je voulais regarder ça avant de venir, puis comme je suis parti de chez moi plus tard que prévu, j'ai pas eu le temps de regarder. Donc peut-être que chez vous, un nonillard, c'est pas pareil que chez nous. Voilà, faites 10 km au sud-ouest et le nonillard, on est d'accord sur ce que c'est. Voilà. Bon, premier grand nombre, quelle est la durée de vie d'une étoile? Alors je vous ai dit, le Soleil, en simplifiant, on dit que c'est 10 puissance, c'est 10 milliards d'années, donc 10 puissance 10 années. En fait, c'est plutôt 12 milliards. Est-ce que toutes les étoiles ont la même espérance de vie? Non. Une étoile, c'est comme une voiture, hein, c'est un réservoir, la quantité de matière qu'a l'étoile, et un moteur, la luminosité de l'étoile. Et pour connaître l'autonomie d'une voiture, vous divisez la capacité du réservoir par la consommation. Votre voiture a un réservoir de 40 litres, elle fait du 5 litres au 100, vous divisez 40 litres fois 5 litres au 100, ça vous fait une autonomie de 800 km. D'accord. Donc les étoiles, c'est pareil. Le réservoir, c'est la quantité de matière de l'étoile, donc c'est sa masse. Et sa luminosité, ça vous dit le rythme auquel elle brûle ses réserves. Vous divisez la masse par la luminosité et vous avez l'espérance de vie. Et ce que l'on montre, c'est que les étoiles ont un éclat qui augmente très vite avec la masse. Hein, une étoile 10 fois plus massive que le Soleil, elle brille 100 fois plus. Donc elle a un réservoir qui est plus gros, mais elle a une consommation qui est beaucoup, beaucoup plus grande. Et donc à la fin, son autonomie, c'est-à-dire son espérance de vie, est beaucoup plus basse. Bref, les étoiles qui sont les plus pérennes sont les étoiles les plus massives, les moins massives, pardon, qui sont celles qui brûlent leur combustible nucléaire avec le plus de parcimonie. Donc je ne suis pas sûr d'avoir dit le bon chiffre tout à l'heure. Quand vous changez la masse d'un facteur 10, vous augmentez son espérance de vie d'un facteur 100.
Donc vous passez d'une masse solaire à 1/10 de masse solaire, vous multipliez cette espérance de vie par 100. Donc vous passez de 100 milliards d'années à 1000 milliards d'années. Et comme cette loi est encore plus extrême pour les étoiles d'encore plus faible masse, qui font à peu près 7% de la masse du Soleil, l'espérance de vie des étoiles les plus dures à cuire, on va dire, ou les plus parcimonieuses dans leur consommation, c'est 10 000 milliards d'années, donc 10 puissance 13 années. Donc il existe aujourd'hui dans notre galaxie des étoiles qui vont briller 1000 fois plus longtemps que le Soleil. Donc la vie sur Terre, je vous l'ai dit, ça va s'arrêter dans pas longtemps. En fait, pour ces étoiles-là, la vie, si elle existe, peut durer beaucoup plus longtemps. Elle peut peut-être apparaître beaucoup plus tard dans l'histoire de l'étoile, mais tant que l'étoile brille, il y a une chance, disons, que la vie existe. Donc la vie peut potentiellement exister pendant 10 puissance 13 années, puisque c'est égal à l'espérance de vie des étoiles les moins brillantes, ou les plus discrètes de l'univers. Alors ça pose un petit problème si on pense à ce que nos lointains successeurs astronomes de ces éventuelles formes de vie sur ces étoiles de faible masse pourront faire, parce que, je vous ai dit en début de conférence, voilà, on a découvert les galaxies, l'expansion de l'univers. On a découvert dans les années 1920 que l'univers avait une histoire, parce qu'on a découvert les galaxies, qu'on a découvert que c'était en expansion et qu'on a compris que si on remontait le fil du truc, eh bien, tout ça était issu d'une phase très dense et très chaude qui est le Big Bang. Et ensuite, on a découvert l'écho lumineux du Big Bang qui a été très dilué et refroidi par l'expansion, mais qui existe toujours. Maintenant, placez-vous dans très longtemps. Je vous ai dit aujourd'hui, l'expansion de l'univers est accélérée. Et dire que l'expansion de l'univers est accélérée, ça veut dire que la distance qui vous sépare d'une galaxie prise au hasard double tous les 10 milliards d'années, en gros. C'est à peu près ça la dynamique de l'expansion. Donc imaginez qu'avec votre télescope, vous soyez capable de voir jusqu'à une certaine distance, mettons 15 milliards d'années, c'est pas très important, le chiffre n'est pas très important. Donc vous voyez jusqu'à 15 milliards d'années-lumière de distance. Mais en 10 milliards d'années, les distances ont augmenté d'un facteur 2, d'un facteur 2,5 au bout de 15 milliards d'années. Donc au bout de 15 milliards d'années, toute galaxie qui était au départ à plus de 7 milliards et demi d'années-lumière est au-delà des 15 milliards d'années, puisque les distances sont doublées. Et donc, vous ne la voyez plus. Votre télescope n'est plus assez puissant. Donc, quand vous regardez du même endroit 15 milliards d'années plus tard, vous voyez des galaxies qui sont 2 fois plus distantes les unes des autres. Et donc, vous voyez dans un volume donné les galaxies qui étaient dans un volume 2 fois plus petit en taille, donc 8 fois plus petit en volume. Donc, vous voyez 8 fois moins de galaxies. Donc, la densité de galaxies a décru d'un facteur 2 fois 2 fois 2. Si c'est en distance, c'est un facteur 2. En volume, c'est un facteur 8. Donc vous ne voyez pas 100 milliards de galaxies, mettons, mais vous en voyez 100 milliards divisé par 8, donc 12 milliards et demi. Et puis attendez encore 15 milliards d'années, vous en voyez X fois moins, puis 15 milliards d'années. Et au bout de quelques fois 15 milliards d'années, donc 100 ou 200 milliards d'années, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a plus de galaxies. La galaxie la plus proche est a été emportée par l'expansion, au-delà de 15 milliards d'années. Et donc, vous ne la voyez pas. Mais dans 200 milliards d'années, je vous dis, on sera encore dans la période d'enfance des étoiles les plus discrètes. Donc, dans 200 milliards d'années, il y aura peut-être de la vie sur certaines planètes qui sont autour de ces étoiles-là. Peut-être de la vie intelligente, peut-être des astronomes. Mais ces astronomes, qu'est-ce qu'ils sauront de l'univers? Ils sauront qu'ils sont dans une galaxie, la leur, mais ils ne verront pas d'autres galaxies. Donc, ils ne sauront pas que l'univers est en expansion. Et l'écho lumineux du Big Bang se sera tellement dilué, toujours à cause de cette expansion, qu'il ne sera plus visible du tout. Donc ils n'auront ni la preuve visuelle que les objets s'éloignent les uns des autres, ni la preuve que nous baignons encore dans l'écho lumineux du Big Bang. Donc la vie existera potentiellement à une époque où on ne saura plus rien dire de nos origines. Donc nous vivons une époque formidable parce que nous savons dire des choses et sur notre passé, et sur notre avenir. En tout cas, rendez-vous dans 200 milliards d'années pour voir si j'ai raison ou pas. Voilà.
Alors revenons au système solaire. Autour d'une étoile, comme le Soleil, mais autour de plein d'autres étoiles, il y a des planètes. D'où vient le mot planète? Le mot planète vient du grec planetes asteres, qui veut dire astre errant, vous savez. Alors pourquoi on a appelé ça des astres errants? Parce que les Grecs, quand ils regardaient le ciel, ils voyaient que toutes les étoiles semblaient fixes, et puis il y avait des petits machins qui se déplaçaient par rapport aux étoiles. Nos planètes, la Lune, le Soleil, et donc vis-à-vis des étoiles qui semblaient être animées d'un mouvement d'ensemble, parce qu'ils ne savaient pas si c'était la voûte étoilée qui tournait autour de la Terre ou le contraire, mais cette sphère des étoiles semblait parfaitement figée, puis il y avait des petits machins qui bougeaient. Et donc ils appelaient ça des astres errants. Évidemment, si vous sortez du système solaire et que vous regardez les trucs, là, vous changez d'avis, parce que les planètes sont en fait captives de leur étoile. Elles ne sont pas errantes. Et par contre, si vous regardez les choses sur des échelles de temps beaucoup plus longues, de plusieurs millions d'années, vous voyez que toutes les étoiles bougent les unes par rapport aux autres. Nous ne les voyons pas bouger à l'échelle humaine juste parce que la distance qui sépare les étoiles est très grande et que pour que les étoiles bougent significativement les unes par rapport aux autres étant donné leur vitesse, il faut attendre des milliers, voire des millions d'années. Donc si vous regardez les choses de loin et sur des longues échelles de temps, les planètes ne sont pas des astres errants et les étoiles sont des astres errants. D'accord ? Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que, je vous ai dit, bon, la probabilité pour que deux étoiles entrent en collision, vous pouvez oublier. Mais en fait, non, on ne peut pas l'oublier. Il est très peu probable que deux étoiles entrent en collision, mais la probabilité est non nulle. Il est très peu probable que deux étoiles passent l'une à côté de l'autre, mais la probabilité est non nulle, un peu plus élevée que la précédente et non nulle. Maintenant, si l'univers est parti pour durer éternellement, un événement peu probable, en fait, c'est un événement certain. Il suffit juste d'attendre. La phrase dont je suis le plus fier dans mon livre, c'est « Un événement improbable, c'est une certitude qui prend son temps ». Vous voyez l'idée ? Et donc, tout ce qui peut se passer finit par se passer si vous attendez suffisamment longtemps. Vous jouez au loto, vous avez une chance sur 1 million de gagner. Vous jouez 2 fois par semaine, 100 fois par an. En un an, vous faites 100 tirages. Il y a très peu de chances qu'en 100 tirages, vous gagnez, vu que vous avez une chance sur 1 million pour gagner à chaque fois. Mais si vous jouez pendant 10 000 ans, vous allez jouer 1 million de fois. Et en jouant 1 million de fois, la probabilité que vous gagnez une fois devient importante. Et si au lieu de jouer pendant 10 000 ans, vous jouez pendant 10 milliards d'années, ben vous allez jouer 1 million, 2 millions de fois. Et si à chaque fois vous avez une chance sur 1 million de gagner, en fait, ça veut dire qu'en moyenne, vous allez gagner 1 million de fois. Et non seulement vous allez gagner 1 million de fois, mais comme à chaque fois que vous gagnez, vous avez une chance sur 1 million de gagner la fois suivante, au bout de 1 million de fois que vous avez gagné, en fait, il y a eu un moment où vous avez gagné 2 fois d'affilée. D'accord ? Quelqu'un qui gagne au loto, on dit qu'il a de la chance. Quelqu'un qui gagne 2 fois au loto consécutivement, on dit qu'il triche. D'accord ? Parce qu'à l'échelle humaine, ce n'est pas possible que ça arrive. Mais si vous attendez longtemps, ça va arriver. Donc maintenant qu'on a l'éternité devant nous, on va regarder des phénomènes qu'on a toujours négligés parce que totalement improbables sur les 14 milliards d'années qu'a connu l'univers, mais qui vont en fait se produire si vous attendez suffisamment longtemps. Et donc le premier événement qui est de ce type, c'est ce que j'appelle la vraie naissance des planètes. Parce que les planètes restent captives de leur étoile, sauf si un élément perturbateur l'éloigne de l'étoile. Et l'élément perturbateur, ça peut être une autre étoile qui passe. Alors si vous attendez très longtemps, ce ne sera plus des planètes en orbite autour des étoiles, ça sera des planètes en orbite autour de cadavres stellaires, mais c'est pareil. Une fois que le Soleil a disparu, les planètes qui n'auront pas été englouties par le Soleil, donc les planètes gazeuses parce qu'elles sont suffisamment loin, Mars, peut-être la Terre si elle a la chance de s'éloigner un peu, toutes ces planètes seront toujours captives du Soleil mort. Mais comme toutes les étoiles voguent au sein de la galaxie, toujours une chance pour qu'il y ait une étoile qui s'approche du Soleil à quelques dizaines de millions de kilomètres, qui passe peut-être à une distance du Soleil inférieure à la distance qui sépare la Terre du Soleil, si la Terre est toujours là. Et dans ce cas-là, la probabilité que la Terre soit arrachée de son étoile devient importante. En tout cas, elle est non négligeable. Et si ça se produit pas tous les jours, attendez X fois la durée au bout de laquelle ça se produit, et de rencontre rapprochée en rencontre rapprochée au bout, avec un autre cadavre stellaire, ça va finir par arriver. Voilà.
Donc j'ai mis quelques petites formules, parce que je sais qu'il y a des étudiants, c'est une histoire de section efficace, de machin, c'est en gros de la théorie cinétique des gaz, hein, pour ceux qui connaissent ça. Et donc vous pouvez montrer que, étant donné la densité d'étoiles dans la galaxie, la vitesse moyenne des étoiles, l'approche minimale qu'il faut pour significativement affecter l'orbite d'une planète, voilà, section efficace, etc. Au bout de 10 puissance 15 années, donc au bout de 1 million de milliards d'années, en moyenne, vous avez une rencontre stellaire rapprochée entre le Soleil et un cadavre stellaire qui va contribuer à éjecter les planètes. Et si cette fois-là, ça ne marche pas, attendez plusieurs fois 10 puissance 15 ans, et au bout d'un moment, vous éjectez les planètes, et donc les planètes deviennent à ce moment-là de vrais astres errants, puisqu'elles ne sont plus captives de leur étoile, mais elles voguent dans la galaxie. D'accord ? Alors, dans la galaxie à venir, il n'y aura plus d'étoiles. A priori, il n'y aura plus d'étoiles parce que les étoiles se naissent à partir du gaz qu'il y a dans la galaxie, gaz qui a tendance à s'appauvrir puisque les étoiles en sont issues. Alors, les étoiles, en mourant, réinjectent du gaz, mais il y a toujours un résidu au centre qui n'éjecte pas du gaz. Donc, le gaz disponible pour faire des étoiles a tendance à se tarir au cours du temps. Donc, au bout d'un certain nombre de milliers de milliards d'années, donc les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux, il n'y a plus de gaz dans les galaxies pour former des étoiles. D'ailleurs, certaines galaxies qui n'ont déjà plus du tout de gaz, c'est ce qu'on appelle les galaxies elliptiques, elles ne forment plus d'étoiles. Une galaxie comme la Voie lactée, en fait, quand on dit qu'elle ne forme plus d'étoiles, elle forme très peu d'étoiles. Peut-être une étoile par siècle contre une étoile par an pour la Voie lactée. Et au bout de 10 puissance 13, 10 puissance 14 années, il n'y a vraiment plus rien à disposition. Donc au bout de 10 puissance 14 années, une galaxie, ce n'est plus un amas d'étoiles, c'est un amas de cadavres stellaires. Sauf si on a des collisions. Parce qu'en fait, dans l'évolution stellaire, je se passe certaines choses. Hop. La plupart des étoiles sont des étoiles ratées. Les étoiles n'ont pas toutes la même masse à la naissance. Le Soleil fait partie des 8% d'étoiles les plus massives de la Voie lactée. Donc 92% des 92% des étoiles de la Voie lactée sont moins massifs que le Soleil. Et en fait, vous avez des objets encore moins massifs que des étoiles qui sont encore plus nombreux que les étoiles, qu'on appelle des naines brunes. Une naine brune, c'est une sorte de grosse planète, mais qui n'était pas assez massive pour que ça amorce des réactions nucléaires et pour que ça se mette à briller. Donc les naines brunes ont une existence totalement ennuyeuse puisqu'il ne se passe rien. C'est une sorte de boule de gaz sans intérêt, qui était un peu chaude à la formation, mais pas assez chaude pour briller, puis qui se refroidit lentement, et puis ça reste de toute éternité. Sauf que si vous attendez très longtemps, vous allez forcément non seulement avoir des rencontres rapprochées, mais vous allez avoir des collisions. Et comme les objets les plus nombreux dans les galaxies ne sont pas les cadavres d'étoiles, mais les naines brunes, les collisions les plus fréquentes, c'est les collisions entre deux naines brunes. Et alors, de ce qu'on comprend de la distribution en masse des naines brunes, la plupart des naines brunes ne sont pas loin du seuil qui ferait d'elles des étoiles. Donc, une naine brune tout seul, il n'y a pas assez de masse pour faire une étoile. Deux naines brunes ensemble, ça peut faire une étoile. Donc, vous pouvez imaginer qu'il puisse y avoir des collisions de naines brunes. Alors, il y a des tas de processus qui peuvent faire ça. D'abord, si vous avez deux naines brunes en orbite l'une autour de l'autre, elles peuvent spiraler l'une vers l'autre à cause d'un phénomène qu'on appelle les ondes gravitationnelles, et à cause des collisions. Et les calculs vous montrent que, en moyenne, n'importe quelle naine brune de la galaxie finit par subir une collision au bout de 10 puissance 22 années. Donc 10 000 milliards de milliards d'années. Bon, ça fait long. Mais chacune de ces naines brunes, en moyenne, va être en collision au bout de 10 puissance 22 années. Mais de ces naines brunes, vous en avez des centaines de milliards, donc 10 puissance 11. Donc si chacune de ces naines brunes finit par entrer en collision au bout de 10 puissance 22 années, et que vous en avez 10 puissance 11, le temps moyen entre deux collisions, c'est 10 puissance 11 années. Donc tous les 100 milliards d'années, dans une galaxie comme la nôtre, vous avez deux naines brunes qui entrent en collision. Et donc une étoile qui peut naître, puisque les naines brunes sont juste en dessous du seuil pour faire d'elles des étoiles. Comme elles sont juste en dessous du seuil pour faire d'elles les étoiles, elles vont former des étoiles qui vont briller pendant 10 puissance 13 années, 10 000 milliards d'années. C'est-à-dire 100 fois l'intervalle de temps moyen qu'il y a entre deux collisions.
qui veut dire que pendant qu'une étoile donnée va briller, il va y avoir 100 autres étoiles qui vont se mettre à briller du fait de collisions. Donc dans ce futur très lointain, les galaxies se seront plein d'étoiles mortes et puis une centaine d'étoiles normales tout court. Alors, mettons-nous à la place de gens qui vivraient là. Parce qu'une fois que les deux naines brunes entrent en collision, ça fait une étoile, éventuellement un système planétaire, donc éventuellement de la vie. Ils seront dans une galaxie, mais ils ne le sauront pas, puisqu'il n'y aura pas d'étoiles. Ou si, il y aura une centaine d'étoiles, mais une centaine d'étoiles de très faible masse qui brillent très peu. Vous savez peut-être que l'étoile la plus proche du Soleil s'appelle Proxima du Centaure, elle n'est qu'à 4 années-lumière, donc c'est vraiment la porte à côté à l'échelle galactique. Cette étoile-là, vous ne la voyez pas à l'œil nu. Vous devez, même avec une paire de jumelles, vous ne la voyez pas. Il vous faut un télescope pour voir Proxima du Centaure. Alors qu'elle n'est que à 4 années-lumière. Si vous imaginez un futur lointain où l'étoile la plus proche, qui est dans une galaxie qui fait 100 000 années-lumière, elle est à des milliers et des milliers d'années-lumière. Donc elle est très 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 en dessous de la visibilité à l'œil nu. Donc imaginez que des gens vivent dans ce futur-là. Quand ils regarderont le ciel la nuit, ils ne verront pas d'étoiles. Ils verront des planètes, ils verront peut-être des comètes s'il y en a, ils verront des astéroïdes, donc ils pourront développer de l'astronomie. Mais pour eux, l'univers sera réduit à leur système stellaire. Et puis un jour, avec un télescope plus puissant, ils vont voir un petit point dans le ciel qui ne bouge pas. Et donc un jour, ils vont découvrir des étoiles. Donc ce qui est évident pour nous, qu'une galaxie, c'est un gros amas d'étoiles, ça ne sera pas du tout évident dans le futur. Donc encore une fois, on a de la chance. Parce que ces gens-là pourront légitimement imaginer que la seule chose qui existe dans l'univers, c'est leur système stellaire, et que donc l'univers a été fait pour eux. Vous voyez, l'astronomie, c'est un peu ce qui nous a détachés de la pensée religieuse. Au bout d'un moment, les gens se sont dit, non mais attendez, il est tellement grand l'univers, ça n'a pas été fait que pour nous, c'est pas possible. Hein, Giordano Bruno a été un des premiers à dire ça. Il dit, toutes ces étoiles, c'est des soleils. S'il y a de la vie, s'il y a des planètes autour de notre soleil, il y a des planètes là-bas. S'il y a de la vie sur Terre, il y a de la vie sur ces autres planètes. Et donc, on n'est pas les seules créatures de Dieu. Il y a autant d'humanité qu'il y a d'étoiles dans l'univers. Et Giordano Bruno a fini sur le bûcher, en partie parce qu'il disait à l'Église, non mais vous n'êtes pas les... Si Dieu existe, enfin il croyait que Dieu existe, les humains et les prêtres ne sont pas les seuls en contact avec Dieu. Vous êtes une planète anonyme parmi plein d'autres. Mais dans un futur très lointain, quand vous ne verrez plus une seule étoile dans le ciel, plus une seule galaxie, vous pourrez légitimement penser que l'univers s'est réduit à votre système stellaire. Et là, ça sera beaucoup plus difficile de se détacher de l'impression que l'univers a été fait par vous. Juste parce que vous vivez à une époque où vous ne pouvez pas voir ça. Voilà. Bon, il y a d'autres choses dont je pourrais parler. C'est ce que j'appelle l'hypothèse de l'accident. Bon, je vous dis, les lois physiques sont les mêmes au cours du temps, mais peut-être pas. Et donc, si ces lois changent, il peut se passer plein de choses. En général, ça se passe mal, mais voilà. Donc c'est pour ça que j'appelle ça l'accident. J'ai pas le temps d'en parler parce que là, il est déjà 9h30, donc je passe un peu plus vite. Je vous renvoie au livre si vous voulez en savoir plus. Et on va maintenant réfléchir au temps très très long. Donc je vous ai dit, au bout de 10 puissance 22 années, les naines brunes entrent en collision. En fait, j'ai zappé, là, vous l'avez peut-être vu sur l'écran, j'ai zappé une autre partie qui est que, en fait, quand vous avez un système avec plein d'étoiles ou plein d'astres, que ce soit une galaxie ou un amas d'étoiles, ce truc-là n'est pas stable au cours du temps. C'est-à-dire que comme il y a des rencontres rapprochées, comme je vous ai dit, l'orbite des étoiles autour de la galaxie va changer. Et quand vous changez l'orbite des étoiles, soit vous lui permettez en gros de s'éloigner du centre, soit de se rapprocher du centre. Et à force de s'éloigner, elle peut être expulsée de la galaxie. Et à force de se rapprocher du centre, elle peut être happée par le trou noir qui est au centre. Donc les galaxies finissent par s'évaporer au cours du temps. Alors au bout de combien de temps, c'est un problème compliqué. Donc on ne sait pas dire combien de temps, mais selon toute vraisemblance, les galaxies finissent par s'évaporer au bout au minimum de 10 puissance 19 années, mais probablement beaucoup plus, 10 puissance 22, 10 puissance 24 années. Donc au bout de 10 puissance 24 années, la Terre, si elle existe encore, aura été expulsée du système solaire. Mars l'aura été, etc., etc. Mais au bout d'un moment, elles auront été soit happées par le trou noir central de la galaxie, soit expulsées de la galaxie. Et quand vous faites les calculs, il y a plus d'évadés que de prisonniers.
C'est-à-dire qu'il suffit que quelques objets tombent au centre pour que beaucoup d'objets puissent s'échapper. Donc la dynamique des collisions, les échanges d'énergie font que ça vous coûte beaucoup d'énergie pour tomber au centre et ça vous coûte beaucoup moins d'énergie pour s'échapper. Donc il y a plus de personnes qui s'échappent, il y a plus de chanceux qui s'échappent que de malchanceux qui tombent au centre et qui se font bouffer par le trou noir central. Donc si vous allez dans un futur de 10 puissance 22 ou 10 puissance 24 années, donc 1 million, 2 milliards d'années, les galaxies n'existent plus. D'accord ? Les galaxies sont totalement dépouillées de leurs objets. Ne subsiste que le trou noir central de la galaxie qui peut avoir beaucoup grossi. En gros, 90% des objets s'échappent, 10% tombent dans le trou noir de la galaxie. Donc, les trous noirs de la galaxie sont très massifs. Et puis tous les autres objets voguent dans l'espace intergalactique sans espoir d'entrer en contact les uns avec les autres. Donc là, on est un peu seul. Il n'y a pas beaucoup d'énergie disponible. Tout ça, c'est refroidi au zéro absolu. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer à partir de ce moment-là ? Donc là, il faut commencer à se creuser la tête parce que des processus physiques encore à l'œuvre sur des objets qui sont à température nulle, qui n'interagissent pas avec eux, là, il n'y a plus grand-chose. Mais on peut encore dire des choses. Alors sur les trous noirs, par exemple, je vous dis, il y a plein de trous noirs dans la galaxie qui sont issus de l'évolution d'étoiles massives. Et il y a un trou noir géant dans notre galaxie qui est au centre. Et ce trou noir sera beaucoup plus massif dans ce futur-là que maintenant. Il fera une masse de plusieurs dizaines de milliards de fois la masse du Soleil. Alors au niveau classique, un trou noir c'est simple, vous entrez dedans, vous ne pouvez pas sortir. Donc un trou noir ne peut que grossir au cours du temps. Donc a priori un trou noir est indestructible puisque rien ne peut s'en échapper. Sauf qu'il y a 50 ans, en 1975, Stephen Hawking a montré que, pour des raisons un peu compliquées liées à la mécanique quantique, les trous noirs libéraient un peu d'énergie. Alors c'est un peu compliqué d'expliquer pourquoi, mais disons que la mécanique quantique vous dit que vous ne pouvez jamais parfaitement localiser un objet. Et donc quand un objet tombe dans un trou noir, vous ne pouvez pas dire avec certitude qu'il est dedans. Et donc pour cette raison-là, mais implémentée dans un cadre un peu plus complexe, le trou noir peut toujours laisser fuiter quelque chose, fuiter de l'énergie et les trucs de plus basse énergie qui puissent se concevoir, c'est des choses qui n'ont pas de masse, c'est-à-dire du rayonnement. Donc pour cette raison-là, les trous noirs émettent un très faible rayonnement, qu'on appelle le rayonnement de Hawking, et le phénomène s'appelle l'évaporation des trous noirs. Donc Stephen Hawking a calculé quel était le temps qu'il fallait pour un trou noir à s'évaporer, donc j'ai mis la formule là, c'est considéré comme une des plus belles formules de la physique, parce que vous avez à la fois la vitesse de lumière, la constante de Planck et la constante de gravitation. Et quand vous faites l'application numérique, vous trouvez qu'un trou noir qui aurait une fois la masse du Soleil s'évaporer au bout de 10 puissance 65 années. Donc 1 suivi de 65 zéros. Au bout de ce temps-là, ce phénomène d'évaporation est suffisamment important pour que le trou noir s'évapore et disparaisse quasiment complètement. Et vous voyez que le temps d'évaporation va comme le cube de la masse. Donc si vous multipliez la masse par 10, vous multipliez le temps d'évaporation par 1000. Donc un trou noir de quelques fois la masse du Soleil, qui est le résultat de l'évolution d'une étoile massive, au bout de 10 puissance 66, 10 puissance 67 années, il s'évapore. Mais si vous avez un trou noir qui est des milliards et des milliards de fois plus massif, le temps d'évaporation, c'est plutôt 10 puissance 100 années. Alors 10 puissance 100 années, quand même, on ne l'avait pas vu venir. Voilà, vous ne s'attendiez pas forcément à voir ce chiffre-là, mais en fait, vous appliquez cette formule de Hawking et vous mettez là, comme masse 10% de la masse d'une galaxie, qui est a priori la masse que va atteindre le trou noir central de chacune des galaxies quand il se sera nourri du maximum d'objets qu'il aura eu le temps d'engloutir avant qu'il soit expulsé. Ben vous obtenez 10 puissance 100 années. Donc au bout de 10 puissance 100 années, les trous noirs, ils ne sont plus là. Mais il reste tout le reste, c'est-à-dire toutes les planètes, tous les astéroïdes, tout ce qui n'a pas été bouloté par un trou noir, qui n'est pas entré en collision avec quelque chose avant d'être expulsé de la galaxie, toute la matière ordinaire existera au bout de 10 puissance 100 années. Alors comment se comporte la matière sur des échelles de temps de 10 puissance 100 années ? Vous vous souvenez de l'expérience de la goutte de poids ? Bon, la poids est un liquide, c'est un liquide visqueux, il n'y a pas de transition de phase de l'état liquide à l'état solide. La mécanique quantique vous dit, indépendamment de ça, que rien n'est figé. C'est-à-dire même quand vous avez un solide parfaitement refroidi, tous les atomes vibrent toujours un peu autour de leur position d'équilibre.
Et à cause de ça, comme il vibre un peu, il y a toujours une chance pour que deux atomes échangent leur position. C'est très peu probable, puisqu'il n'y a pas d'énergie. Mais il y a toujours une chance. Et puis si deux atomes échangent leur position, les deux voisins peuvent aussi échanger de position, etc. Et donc à cause de la mécanique quantique, sur des durées de temps très longues, tout solide se comporte comme un liquide, puisque deux atomes ont toujours une chance, faible mais non nulle, de se comporter comme un liquide. Donc c'est, pour les étudiants, voilà, c'est une histoire d'effet tunnel, de probabilité, etc. Donc c'est pas très compliqué non plus à calculer. Vous pouvez montrer qu'au bout d'un certain temps, un solide se comporte comme un liquide, et le temps au bout duquel un solide peut être considéré comme un liquide, c'est 10 puissance 65 années, environ. Vous commencez à deviner que même l'exposant n'est pas précis à l'unité près. Hein. Voilà, mais si on utilise si on fait le calcul par ces histoires d'effet tunnel, on trouve à peu près ça. Donc au bout de 10 puissance 65 années, tout objet qui existe encore, se comportant comme un liquide et étant soumis aux lois de la gravitation, un objet fluide soumis aux lois de la gravitation, il prend une figure d'équilibre qui est une sphère. Donc n'importe quel objet, les sondes Voyager qui sortent du système solaire, un astéroïde, machin, tout sera transformé en une sphère parfaite, puisque c'est la figure d'équilibre d'un fluide. Donc les objets existeront encore, ils n'auront pas perdu leur individualité, mais ils seront sphériques. Sphériques et a priori stratifiés, c'est-à-dire la matière, les atomes les plus denses au centre et puis les atomes les moins denses en périphérie, donc comme la Terre aujourd'hui, le fer au centre, les roches à l'extérieur. Sauf qu'il n'y aura pas la moindre aspérité à la Terre, ça sera quelque chose de parfaitement lisse. Alors c'est vrai si la matière existe encore, parce que est-ce que la matière existe encore? Ben, on ne sait pas. Ce que nous connaissons de la matière est décrit par un jeu d'équations qui s'appelle le modèle standard. Et le modèle standard vous prédit que le proton, qui est un des constituants de la matière, a une espérance de vie infinie. Et l'expérience n'a jamais mis en évidence que le proton se désintégrait. En gros, ça ne sert à rien de prendre un proton et d'attendre, mais si vous prenez beaucoup de protons et que vous attendez un an et que vous ne voyez pas de désintégration, si vous regardez pendant un an 1 milliard de protons et que vous n'avez pas de désintégration, vous savez que l'espérance de vie du proton est de 1 milliard d'années. Parce que 1 qui se désintègre au bout d'1 milliard d'années, c'est équivalent en gros à 1 sur 1 milliard qui se désintègre au bout d'un an. Donc, il faut des expériences comme ça et on constate que le proton est parfaitement stable, du moins dans la limite de ce que l'on peut détecter avec des expériences qui tournent pendant 1 an ou 10 ans. Donc, a priori, la matière est éternelle, mais en fait, on n'est pas sûr parce que nous savons que dans l'univers, il y a un truc qui s'appelle la matière noire. Donc, le gros de la masse de l'univers est sous la forme de quelque chose qui n'est pas des atomes. Et cette matière noire n'est pas prédite par le modèle standard de la physique des particules. Autrement dit, nous savons que le modèle standard de la physique des particules est incomplet, puisqu'il ne permet pas de tout expliquer. Il y a d'autres choses, voilà, par exemple, le modèle standard prédit que d'autres particules que l'on connaît, qui s'appellent les neutrinos, doivent être de masse nulle, or ces neutrinos ont une masse non nulle. Donc on sait que le modèle standard est partiellement mis en défaut par des expériences soit de laboratoire, soit d'astronomie. Donc le modèle standard doit être amendé, on doit corriger les équations du modèle standard. Et en général, en physique, des particules, dès que vous corrigez quelque chose, vous rajoutez un terme dans les équations. Et quand vous rajoutez un terme, vous rajoutez des particules. Et quand vous rajoutez des particules, vous augmentez la probabilité qu'une particule se transforme en cette particule nouvelle. Et donc pour cette raison-là, nous avons des raisons de penser que le proton n'est pas forcément stable. Donc nous savons expérimentalement que le proton a une espérance de vie supérieure à 10 puissance 32 années. On avait des raisons théoriques d'espérer que ce soit inférieur à 10 puissance 41 années. Pour l'instant, on n'est pas capable de vérifier ça. 10 puissance 41 années, c'est dans les cas les plus simples. Dans les cas les plus compliqués, c'est plutôt 10 puissance 200 années. Mais il se pourrait que la matière ne soit pas éternelle. Donc oui, il y a en gros 2 possibilités. Soit l'espérance de vie du proton est inférieure à 10 puissance 100 années, auquel cas la matière disparaît avant les trous noirs. Et puis si la matière est inconditionnellement stable, ou si elle a une espérance de vie supérieure à celle des trous noirs, ben la matière survit à la disparition des derniers trous noirs. Alors supposons que non seulement elle survit, mais qu'elle est vraiment éternelle. C'est pas sûr du tout, mais on ne peut pas vérifier. Que peut-il arriver à un objet parfaitement isolé dans l'espace, qui n'a aucune énergie et qui n'interagit avec rien? Alors, on dit, on s'ennuie là.
Alors, vous savez que les étoiles brillent en transformant de l'hydrogène en hélium, donc vous libérez de l'énergie quand vous fusionnez des petits noyaux atomiques, et vous savez qu'une centrale nucléaire produit de l'énergie en cassant des gros atomes, essentiellement de l'uranium, qu'elle casse en divers trucs. Donc si vous gagnez de l'énergie en fusionnant des petits atomes et que vous en gagnez en cassant des gros atomes, on se devine bien qu'il y a un optimum dont vous ne pouvez pas tirer de l'énergie en le cassant et dont vous ne pouvez pas tirer non plus de l'énergie en le fusionnant. Donc l'atome le plus stable dans l'univers, au sens nucléaire du terme, c'est le fer. Donc imaginez la Terre qui est encore là, parce que ce n'est pas bouffé par le Soleil, elle n'est pas tombée dans le trou noir central de la galaxie. Donc vous avez une boule avec du fer au centre et puis de la roche, et puis vous n'avez pas d'énergie. La seule chose que vous savez, c'est que le fer est plus stable que tout le reste. Je dis, la mécanique quantique autorise à deux atomes à glisser l'un contre l'autre et à échanger leur position. Mais si la mécanique quantique autorise deux atomes à échanger leur position, elle autorise aussi qu'à un moment donné, ils soient au même endroit. Et qu'arrive-t-il à deux atomes quand ils sont au même endroit? Ils fusionnent. Et s'il est énergétiquement favorable de fusionner par rapport à deux atomes qui sont juste au même endroit, ils vont fusionner effectivement. Et donc tout ce qui est plus léger que le fer comme atome est susceptible de fusionner pour tendre vers quelque chose qui est du fer. Il suffit d'attendre. Un événement improbable, c'est rien d'autre qu'une certitude qui prend son temps. Alors avant, on regardait juste la probabilité pour que deux atomes qui n'ont pas envie d'être trop près l'un de l'autre, on regardait juste la probabilité pour qu'ils échangent leur position. Il fallait attendre longtemps. Là, on veut que, alors qu'ils n'ont pas envie d'être au même endroit, ils se trouvent au même endroit et qu'ils fusionnent. Donc il faut attendre beaucoup plus longtemps. C'est beaucoup plus difficile à atteindre comme configuration. Et quand on fait ça, on trouve à peu près 10 puissance 1500 années. Alors, 1500, c'est très imprécis. Ça veut... Voilà, 10 puissance quelque chose, et le quelque chose est à 4 chiffres. Voilà. Au bout de 10 puissance 1500 années, s'il n'y a pas eu d'accident, et si les lois physiques restent les mêmes, alors tout se transforme en fer. Bon, fin de l'histoire? Presque. L'état le plus stable, c'est pas une boule de fer. Vous libérez de l'énergie quand vous transformez une boule de fer en un objet plus compact. C'est comme ça que les étoiles massives finissent leur vie. Le cœur d'une étoile massive, c'est du fer, qui, pour une raison un peu compliquée, subit une instabilité parce que c'est très chaud, etc. Et brutalement, l'ensemble des atomes de fer fusionnent, les protons et les électrons des atomes fusionnent en neutrons, et ça fait une boule de neutrons. Donc une étoile à neutrons, c'est comme ça que ça s'appelle, est plus stable qu'une boule de fer. Donc si vous avez une boule de fer comme ça, si vous attendez suffisamment, elle va converger vers son état le plus stable, même s'il est difficile à atteindre. Donc, une fois que tout s'est transformé en fer au bout de 10 puissance 1500 années, si vous attendez encore un peu, tout va se transformer en étoile à neutrons, voire en trou noir, puisque le trou noir, c'est un état encore plus stable que l'étoile à neutrons. Il suffit d'attendre. Alors, combien de temps faut-il attendre? Eh bien, il faut attendre au minimum 10 puissance 26 années. Donc, 10 puissance 100 millions de milliards de milliards. Imaginez que vous écriviez ce chiffre avec ces 10 puissance 26 zéros. D'accord, vous écrivez ça sur un ruban. Okay, quelle doit être la taille du ruban pour écrire le chiffre? Bon, si vous écrivez un chiffre par centimètre, c'est 10 puissance 26 centimètres, donc 10 puissance 24 mètres, donc 10 puissance 21 kilomètres, donc 10 puissance 8 années-lumière, 100 millions d'années-lumière. La taille du ruban pour écrire ce 10 puissance 26, c'est 100 millions d'années-lumière. Donc c'est un chiffre délirant. C'est un chiffre absolument délirant. Mais au bout de ce temps-là, qu'est-ce qui se passe au bout de ce temps-là? En fait, c'est un peu plus subtil que ce que je vous ai dit. Au bout de ce temps-là, un petit bout de votre étoile, de votre cadavre d'étoile, de votre planète, va se transformer en un petit trou noir. Ce petit trou noir va s'évaporer, et donc la matière va disparaître. Et puis, un peu plus
10 puissance 26 années plus tard, un autre bout de votre objet va se transformer en trou noir, etc. Et donc petit à petit, pouf, 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 par tous les 10 puissance 26 années, il y a un petit bout qui va disparaître. Et au bout du nombre de fois 10 puissance 26 qu'il faut, ben, tout aura disparu. Et donc, que restera-t-il à ce moment-là? Ben, tout ce qui n'aura pas pu se transformer en trou noir. Ce que l'on comprend de la physique des trous noirs, qui n'est pas compris avec certitude dans ce contexte-là, mais on va supposer que c'est le cas, c'est qu'un objet qui est suffisamment gros peut se transformer en trou noir. C'est difficile, mais la probabilité est non nulle. Mais un objet qui est trop petit ne peut pas se transformer en trou noir. Il y a un seuil en dessous duquel un objet ne peut pas être transformé en trou noir parce qu'il est trop peu massif. Et ce seuil, c'est ce qu'on appelle la masse de Planck, ça fait 20 microgrammes. Donc à ce moment-là, tout sera du fer. Tous les objets qui font plus de 20 microgrammes vont se transformer en trous noirs, qui vont s'évaporer, d'après l'évaporation de Hawking, et qui vont disparaître. Les seuls objets qui semblent littéralement indestructibles, c'est les objets qui se seront transformés en fer, ou qui étaient en fer depuis le début, et qui font 20 microgrammes. Donc vous savez qu'il existe un film de James Bond qui dit « Les diamants sont éternels ». Eh bien, mesdames, ce ne sont pas les diamants qui sont éternels, ce sont les petites billes de fer de 20 microgrammes au plus. Donc, messieurs, n'offrez pas des billes de fer de 20 microgrammes à mesdames, parce qu'à mon avis, voilà, sauf si elle a un vrai humour de physicienne, tout ça, mais voilà, prenez pas le risque. Prenez pas le risque. Voilà. Mais a priori, voilà, donc si vous demandiez pourquoi il y avait des billes de fer à au premier transparent, c'était pour ça. En l'état actuel de nos connaissances, tout finit par disparaître, sauf ce qui est en fer et qui fait moins de 20 microgrammes. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous propose d'attendre un peu. Alors, conclusion, je ne résiste pas à vous citer un célèbre humoriste français. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Voilà. Voilà. On m'avait dit de faire 1h15, j'ai fait 1h30, je suis désolé. Mais j'espère que vous me pardonnerez, j'avais une excuse. Voilà, on va passer à la séance de questions. Qui se lance en premier? Voilà. Monsieur, vous avez une question? Oui, bonjour. On m'entend, oui. Merci pour votre exposé, très intéressant. Moi, j'avais deux questions. Tout ce que vous avez énoncé ici, vous l'avez dit, est sujet à beaucoup d'hypothèses. Une hypothèse de base, est-ce que ce ne serait pas donc le fait, comme vous l'avez dit tout au début, que l'univers serait fermé, ouvert ou tout ça? Est-ce que vous pourriez peut-être un peu expliciter quand même cette hypothèse de base? Et deuxièmement, vous avez quand même montré que le fait de supposer qu'il y ait une constante au niveau des lois de l'univers, on n'est jamais basé que sur des expériences qui sont très très petites à l'échelle cosmique. Maintenant, est-ce que on ne peut pas envisager aussi qu'il y aurait une dilatation du temps, parce que le temps n'est peut-être pas lui-même constant dans le futur? Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, sauf que dès qu'on relaxe cette hypothèse-là, on ne peut plus rien dire. Alors, cela dit, ce que vous dites sur l'expansion mérite d'être précisé. Donc aujourd'hui, nous savons avec une quasi-certitude qu'il existe un truc dans l'univers qu'on appelle soit constante cosmologique, soit énergie noire, qui aujourd'hui cause une accélération de cette expansion. Et dans son implémentation la plus simple, cette énergie noire a des propriétés strictement constantes au cours du temps. Ce n'est pas un objet dynamique, c'est un objet figé. Et donc, s'il en est ainsi, alors si l'expansion accélère à un moment, elle accélérera pour toujours. Maintenant, on peut peut-être essayer de vérifier, c'est-à-dire reconstituer le fil de l'expansion depuis quelques milliards d'années, de façon très précise, et voir si la dynamique de l'expansion est compatible avec une énergie noire qui est strictement immuable, ou si cette énergie noire varie. Donc il y a une mission spatiale de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Euclide, qui vise entre autres à mieux préciser les propriétés de cette énergie noire. Et donc cette mission doit donner ses premiers résultats en octobre de l'année prochaine.
Et donc vous avez un tas d'experts d'observation, de projets observationnels au sol qui se dépêchent de donner leurs résultats parce qu'ils vont être rendus obsolètes par la mission Euclide. Et donc vous avez eu récemment 2 groupes qui ont dit oui, on a l'impression que les propriétés de l'énergie noire varient un peu. Alors pourquoi ils font ça maintenant ? Ils font ça maintenant parce que leurs résultats vont être rendus obsolètes par la mission Euclide. Donc ils sont obligés de livrer leurs résultats, même si leurs résultats sont imprécis. Et peut-être qu'ils ont raison. Alors je pondère le truc, c'est-à-dire que il y a eu des annonces en ce sens faites ces derniers mois, vous les avez peut-être suivies, et ces annonces sont forcément maintenant parce que les gens n'auront plus, il n'y aura plus d'intérêt à faire on prend date pour dire qu'on est les premiers à avoir découvert peut-être quelque chose, et puis si vous avez raison, vous avez le prix Nobel, si vous êtes trompé, c'est pas grave. Voilà. Mais donc on ne sait pas aujourd'hui, avec certitude, si l'énergie noire est un truc qui ne montre aucun signe de changement au cours du temps ou pas. Peut-être que d'ici quelques mois, la mission Euclide ou d'autres projets au sol vont prouver que l'énergie noire a des propriétés qui changent au cours du temps. Et donc si c'est le cas, si par exemple l'énergie noire finit par se comporter comme de la matière, alors la phase d'accélération cesse et on reste dans une situation où soit il y a assez de matière et cette expansion dure indéfiniment, soit il y a suffisamment de matière et ça s'arrête. Mais on repousse potentiellement ça dans le temps très très loin. Évidemment, très très loin, c'est peut-être ridicule par rapport à 10 puissance 1500 années. Donc pour aller à des échelles de temps de 10 puissance 1500 années, on suppose effectivement que ce truc-là ne change pas. Et ça, c'est impossible de savoir ce qu'il en sera au bout de 10 puissance 1500 années, parce que autant les propriétés de la matière, on peut les tester en laboratoire et on peut dire, de ce que l'on comprend de la physique des particules, le proton est inconditionnellement stable, donc c'est pas une hérésie de considérer qu'il est inconditionnellement stable. Autant l'énergie noire, comme vous ne pouvez pas la décrire avec le modèle standard, vous ne pouvez pas dire c'est sûr que ses propriétés ne changent pas. Et donc effectivement, j'ai fait l'hypothèse ici, juste pour le plaisir d'aller jusqu'à mes 10 puissance 26 années. Je pense que vous attendiez pas à aller aussi loin. Mais effectivement, peut-être que les choses s'arrêteront avant pour des tas de raisons. J'ai zappé le truc que j'ai appelé l'hypothèse de l'accident, où pour d'autres raisons, les lois physiques changent et donc l'univers change de façon tellement radicale qu'on ne peut plus rien dire, puisqu'on ne sait pas comment il changerait. Donc il y a des scénarios de physique des particules qui autorisent, si vous voulez, le fait que les lois physiques changent. Ne sachant pas ce qu'est l'énergie noire, ses propriétés pourraient changer. Et évidemment, la donne change après. Voilà, la temporalité n'est pas forcément aussi étendue dans le temps. Voilà. Mais disons que l'hypothèse la plus conservatrice et donc la plus, d'après le rasoir d'Occam, la plus raisonnable, c'est de supposer que rien ne change. Et dans ce cas-là, si rien ne change, vous pouvez identifier des processus jusqu'à ces échelles de temps-là. Si quelque chose change, soit vous précisez comment ça change et vous regardez comment ça change quelque chose ici, soit vous dites, au bout d'un moment, je ne sais pas. Voilà. Une question ? Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre. Alors, plus une question, réflexion. Oui, ici. Bonsoir. Carlo Rovelli est venu ici nous expliquer un certain nombre de choses il n'y a pas longtemps. Et il expliquait qu'un des candidats à l'énergie noire, c'était la possibilité que les trous noirs s'évaporant fassent des trous blancs par effet tunnel. Et donc, comme on observe aujourd'hui de l'expansion, ça veut dire qu'il y a une quantité impressionnante de trous noirs qui seraient évaporés déjà, qui seraient transformés en trous blancs. Et est-ce qu'on saurait dire combien, quelle masse a été transformée et ce qu'on sait en dire aujourd'hui? Alors, j'ai pas lu ces articles ni ces bouquins, donc je peux pas commenter. Mais il y a plusieurs personnes qui ont proposé des choses comme ça. Les choses que j'ai regardées, qui ne sont pas celles que M. Rovelli regarde, m'ont pas convaincu pour l'instant. Et j'ai pas l'impression que ça ait convaincu grand monde. Donc, effectivement, les deux plus grandes inconnues dans ce dont je vous ai parlé,
c'est qu'il existe 2 trucs dans l'univers dont on ne connaît pas la nature, c'est la matière noire et l'énergie noire. La matière noire, a priori, c'est des particules qui interagissent peu, donc leur influence dans le scénario qui est là n'est pas très décisive. Pour l'énergie noire, effectivement, c'est différent. Vous savez, il y a un célèbre mathématicien français, Henri Poincaré, qui disait les hypothèses, c'est le matériau dont on manque le moins en science. Et donc, effectivement, comme on ne sait pas ce qu'est l'énergie noire et qu'on n'est pas sûr d'avoir les moyens de le savoir dans un futur proche, les gens phosphorent beaucoup et ils proposent plein de choses. Toutes les hypothèses qu'ils proposent sont fausses, sauf une, au mieux. Mais toutes les propositions sont les bienvenues. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous proposez un truc, vous avez de grandes chances de vous tromper statistiquement. Mais si vous proposez beaucoup de choses, au bout d'un moment, vous proposerez la bonne chose. Et donc, dans ce contexte-là, donc je ne peux pas répondre à votre question sur le nombre de trous noirs, etc. A priori, il n'y a pas beaucoup de trous noirs dans l'univers. Pourquoi ? Parce que pour avoir des trous noirs, il vous faut soit un truc un peu magique dans l'univers primordial qui fabrique beaucoup de trous noirs, mais c'est un peu un joker, c'est-à-dire que les conditions dans l'univers primordial sont pile celles qu'il faut pour fabriquer les trous noirs en nombre et en masse dont vous avez besoin pour expliquer un truc, donc c'est pas très satisfaisant. Et pour des trous noirs qui sont formés postérieurement au Big Bang, en gros, vous savez que quand vous formez des trous noirs, vous faites exploser une étoile qui fabrique plein d'éléments chimiques. Or, l'élément chimique le plus abondant dans l'univers, c'est l'hydrogène et l'hélium qui sont fabriqués pendant le Big Bang. Donc, vous n'avez pas beaucoup de latitude pour ajouter des trous noirs après. Donc, dans un cas comme dans l'autre, soit c'est pas possible, dans le second cas, soit dans le premier, ça fait un peu trop joker, quoi. J'invoque un truc à une époque dont je ne sais rien, qui fait pile le truc que j'ai envie pour expliquer un truc aujourd'hui. Donc, ça, c'est possible, évidemment. Mais c'est pas convaincant et c'est pas satisfaisant comme explication. Donc pour cette raison-là, toutes les hypothèses de ce type sont relativement marginales parce que les gens pensent qu'il serait plus satisfaisant qu'il y ait une explication plus conventionnelle. Voilà. Et c'est pas une explication conventionnelle, mais ça pourrait être la bonne. Et on verra avec le temps. Si on arrive à mieux étudier cette énergie noire, à voir que c'est un truc dont les propriétés varient avec le temps, là, évidemment, tout ce que je dis là changera. Vous voyez ? Mais quelque chose qui ne montre aucun signe de changement est très difficile à étudier, précisément parce que vous n'avez aucune prise dessus, puisqu'il n'y a qu'un seul paramètre strictement constant qui vous révèle rien de sa nature sous-jacente. Une question en rapport avec les lois physiques qui pourraient changer. Je sais qu'à une époque, on avait étudié, on avait essayé de vérifier si la constante de structure fine variait, donc c'est-à-dire si la force de l'interaction électromagnétique variait au cours du temps. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés dans ce domaine-là ? Alors, il y a plein de gens qui font ça. Donc là, sans rentrer dans le détail, chaque atome a une sorte de carte d'identité, émet ou absorbe des rayonnements à certaines fréquences. Et la fréquence à laquelle ces rayonnements sont émis ou absorbés dépend entre autres de cette constante de structure fine. Donc voilà, pour ioniser un atome d'hydrogène, vous devez lui envoyer un photon qui fait 13,6 électronvolts. On apprend ça dès qu'on apprend la mécanique quantique. Et donc l'idée en astronomie, c'est de regarder des galaxies très lointaines dont nous recevons la lumière qu'elles ont émise il y a des milliards et des milliards d'années, et de regarder si la position de ces raies d'émission les unes par rapport aux autres est la même qu'aujourd'hui. Et comme les rapports, alors les raies sont décalées à cause du décalage vers le haut, enfin l'effet Doppler dû à l'expansion, mais le rapport de fréquence, comme toutes les fréquences sont décalées de la même façon, le rapport de fréquence est le même. Et donc on essaie de voir si les rapports de fréquence entre certaines raies d'émission et d'absorption changent. On ne voit pas ça, avec une précision de l'ordre de 10 puissance moins 5, donc 0,001%, et donc on est à peu près sûr que la constante de structure fine n'a pas varié de plus de 10%, 10 parties par million depuis plusieurs milliards d'années. Donc c'est pas zéro variation, on ne peut que contraindre une variation maximale de temps autour d'une valeur donnée, et le zéro, c'est-à-dire l'absence de variation, est toujours à l'intérieur des incertitudes. Donc les gens réfléchissent à ça. On mesure aussi par des méthodes comme ça le rapport entre la masse de l'électron et la masse du proton, donc c'est 1 sur 1836, et c'était 1 sur 1836 à l'époque du Big Bang. L'écho lumineux du Big Bang vous permet de déterminer ce rapport-là. Donc toutes les choses qu'on a pu déterminer, qu'on a pu tester comme ça, ont toujours échoué à montrer le moindre
changement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein. La preuve de l'absence n'est pas l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Mais disons que ça renforce le cadre où rien ne change. Mais comme les lois de la physique sont peut-être plus compliquées, que le modèle standard est peut-être fait partie d'un truc plus gros, dans le cadre de théories plus compliquées, en général, ce qu'on appelle des constantes physiques sont liées à la valeur de certaines quantités physiques qui peuvent être dynamiques. Donc tout ça est susceptible de changer. Mais on ne voit pas le début du commencement d'une variation. Et les gens ne sont pas surpris que ça ne change pas. Ils auraient plutôt tendance à parier que ça ne change pas. Mais comme tout physicien, ils adoreraient perdre ce pari. Parce que si on a une surprise, avoir une surprise, c'est toujours plus intéressant que confirmer ce qu'on pense déjà savoir. Voilà, une dernière question. Alors peut-être en guise de conclusion, on a reçu des commentaires sous l'annonce de ta conférence. Oui. Des gens qui ont commencé à râler il y a quelques jours en disant « Ouais, on va encore nous casser le moral avec la fin du monde, ça n'arrête pas. » Bon, on les avait rassurés en disant qu'on allait parler de choses à une époque où l'humanité n'existerait pas. Je pense qu'avec ton 10 exposants, 76, 26 26. Je pense qu'on est vraiment à l'abri. Voilà. Voilà, merci infiniment. Ça ne pas déprimant. Voilà. Et je vous rappelle donc les bouquins sont en vente ici à l'entrée et Alain est OK pour vous signer des dédicaces. Voilà, faites de beaux rêves.